Bonjour, bonjour, allô, allô. Bonjour, salut, allez, rentrez. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, gelé comme une balle. Comment allez-vous, les amis? Bienvenue à un nouvel épisode de Dread sur le Tape. C'était mon personnage de la madame complètement gelée qui habite dans un chalet en Estrie. Alors, j'espère que... Je pense que c'est inspiré de la madame qui est infirmière à mon école plus jeune. Allô, ça va? Tu vas la voir, tu sais, quand t'as mal à la tête, tu vas voir l'infirmière de l'école pour avoir une Advil, puis il est comme, assis-toi. Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a de la violence? T'es comme, non, je l'ai juste une Advil, j'ai juste mal à la tête. Mais non, je comprends, elle fait bien sa job. J'espère que vous allez bien, les amis. Bienvenue à Dread sur le Tape, un nouvel épisode de cette semaine. Toujours un plaisir de vous retrouver. Dread sur le Tape, votre dose hebdomadaire de sucre naturel. Aucune glucose, fructose ou autre édulcorant n'est présent dans cet épisode. Ces édulcorants, c'est vicieux. Hein, ça donne une autre envie de sucre. Bon, bref, je rentrerai pas dans le débat du Coke Zéro. Parce que c'est quand même le vice préféré de M. Bob Hartley. Et on ne parle pas contre Bob. Cet épisode sort public le 28 novembre 2022. On est à quelques jours. Et je sais pas, à ce moment-ci, là, au moment où ça sort public le 28 novembre 2022, s'il reste des billets pour mon spectacle solo au Bordel SRR qui a lieu le 1er décembre. Donc, ça sort le lundi, ça a lieu jeudi, dans quelques jours. Je sais pas si vous écoutez ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais je ne sais pas s'il reste des billets pour mon spectacle. Who knows? It's the future. We don't know. We'll all be dead. Won't we? I hope not. Donc, davidbocage.com. Peut-être que vous êtes chanceux, peut-être qu'il en reste quelques-uns, peut-être qu'il reste une table de 2, peut-être qu'il reste, au moment d'enregistrer ceci, ça part déjà. Si vous entendez ceci d'avance, eh bien, c'est parce que vous êtes, dans une machine à voyager dans le temps. Non! Joke! Vous êtes sur le Patreon. Et oui. Ah, ce Golden Club qui est le Patreon. Vous entendez ça d'avance. Donc, dépêchez-vous. Allez sur mon site davidbocage.com ou encore sur le site du Bordel, hein, lebordel.ca. Et au plaisir de se croiser en personne, peut-être. Vous allez peut-être voir deux parents dans le fond de la salle, dont un monsieur avec l'air très grave à mon spectacle, qui a les bras croisés et une certaine calvitie. Vous allez dire, mon Dieu, mais que fait-il ici? Et il a dit après le show que c'est mon père. Alors, donc, il y a peut-être une madame un peu nerfée qui va être comme « Quoi? C'est ma mère. » Et peut-être un homme avec un couteau qui dit « Donnez-moi toute votre crypto-monnaie. » Et je ne la connais pas, cette personne. Mais on accepte tout le monde dans mon spectacle. Donc, bref, allez voir ça, davidbocage.com ou encore le site du Bordel, en espérant qu'il reste plus de billets. Who knows, mais peut-être un petit cadeau dernière minute avant le temps des fêtes. Merci à Québec, hein, d'ailleurs, 20 novembre. Merci à Sherbrooke, on est passé. Et ça a été un réel plaisir. On est un peu à la part 2 aujourd'hui, hein, et je ne parle pas, bien sûr, de type, le même type de part 2 que de Godfather. Et pourquoi ce lien cinématographique à l'impromptu? Parce que j'ai réalisé au jour que, c'était pas prévu, by the way, tout ça est une longue chire, mais 50 ans du Parrain cette année, 50 ans du film Le Parrain. Si vous n'avez pas vu ça, ça n'a pas rapport, je sais peut-être que vous écoutez ça, vous êtes comme j'ai aucun intérêt dans le cinéma, tout ça. Vous devez voir Le Parrain. C'est de la putain de bombe. Ça va au-delà de si t'es artistiquement ou culturellement curieux, c'est de la bombe. Si ton grand-papa, ton papa, ta mère, tout le monde reconnaît, aime le Parrain. Le 1 et le 2. Le 3, don't give a shit. Ce n'est pas vraiment, il n'est pas dans la même catégorie. Il ne fait pas partie du Hall of Fame. Mais si vous n'avez pas vu ça, Godfather 1, 2, avec Pacino, De Niro, Michael Keaton. Non, pas Michael Keaton. Diane Keaton. Michael Keaton, c'est le gars qui jouait Batman. Diane Keaton, qui est là-dedans. Duval. En tout cas, c'est de la bombe. Je le dis parce que des fois, ils remettent des films au cinéma. Je sais qu'ils l'ont mis au cinéma du Parc cette année à Montréal, mais je m'excuse, c'est un peu montréalo-centriste. Mais je le dis parce que, et là, c'est une plug complètement à l'impromptu et pas payé, mais j'aime ça. Le cinéma moderne est une petite salle à Montréal que j'affectionne particulièrement, qui remettent des films en salle. Et là, ils remettent présentement en salle un film de 95 qui est le premier film avec Robert De Niro et Al Pacino qui partagent l'écran parce que dans Godfather 2, c'est des flashbacks. Donc, Robert De Niro joue le personnage de Marlon Brando dans le fond quand il était jeune
Et dans le fond, donc les époques, ils ne se croisent pas, Robert De Niro et Pacino. Donc le premier film dans lequel ils se sont croisés, qu'ils ont joué, qu'ils ont partagé l'écran, c'est un film de 95 qui s'intitule Heat, un film de vol de banque qui est absolument hallucinant, un film de plus que 2 heures. Il y a des scènes de Michael Mann, qui est un réalisateur qui est dans les détails. Et il y a une scène de shootout là, d'un vol de banque qui vire au vinaigre et qui est une scène de genre 20 minutes au moins, peut-être 30 minutes, qui est hallucinante. On est dans le vol de banque. Il y a une scène aussi où Al Pacino, qui joue le policier, et Robert De Niro, qui est le chef des bandits, qui prennent un café ensemble. Et ça, c'est inspiré d'une vraie histoire. C'est une vraie histoire à la base qui a inspiré le film entre un bandit puis un policier qui se pourchassait l'un l'autre. Ben, en fait, disons que le policier pourchassait le bandit et qui aurait pris un café ensemble une fois pour vrai. Et c'est une scène mémorable dans laquelle, les gens ne disent pas plus, mais on réalise que les deux hommes sont un peu la même médaille, mais les deux côtés de la même médaille. Donc, bref, le cinéma moderne remet ça en salle. Je suis parti dans une petite tirade culturelle. Tout ça n'était pas prévu. Mais s'il y en a qui sont comme, hey, ça m'intéresse, allez-y. S'il y en a qui disent, ça m'intéresse pas, guess what? Ça vous intéresse quand même. Donc, allez voir ça. Heat, je pense qu'il est aussi disponible sur les plateformes, mais disponible en 4K dans une petite salle qui est celle du cinéma moderne, qui est dans les meilleures conditions pour voir un film. Et c'est un des rares endroits où tu peux prendre une bière. Oui, il y a un bar, prendre une bière pendant le film. C'est-tu pas de la bombe? C'est l'équivalent d'un McDo en Europe. OK? C'est juste watata. Donc, allez voir ça. Heat. Si vous n'avez pas vu ça, prenez 2 billets, amenez un ami qui est un peu perdu. Je sais pas. Ouais, viens-t'en. Allez prendre une bière. C'était mon bonheur à Montréal, sur Saint-Laurent. OK. Raphaël Harvey-Pinard. Donc, quand je disais, oui, Godfather, c'est pour ça, c'était part 2, parce que oui, on a reçu sa sœur, Catherine Harvey-Pinard, épisode pour lequel j'ai reçu de magnifiques commentaires. D'ailleurs, merci de faire des commentaires de Dread Set Tape. N'hésitez jamais à m'écrire, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou encore par Pigeon Voyage ou Patreon encore. C'est toujours un plaisir. Il y a même un gars qui a fait un post récemment dans le groupe Jofa sur l'épisode de Joe Dolo. Et ça a donné lieu dans les commentaires à plein de discussions de gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord, mais tout ça dans un respect et un échange des plus enrichissants. Et c'est ce que j'aime du groupe Jofa, c'est de pouvoir partager sur des trucs de hockey de manière civilisée. Bref, c'est beau ce qu'on a, la gang. C'est rare, c'est le fun. Alors oui, n'hésitez pas à m'écrire beaucoup de super commentaires pour l'épisode de Catherine Harvey-Pinard. Et c'est un peu la suite parce qu'on a son petit frère, et oui, Monsieur Raphaël, avec un F, Harvey-Pinard, qui s'aligne pour le Rocket de Laval, qui commence très bien la saison. Au moment d'enregistrer ceci, il a 5 points en 11 matchs. Et c'est un jeune homme qui avait toutes les, pas toutes les cartes qu'on a, mais qui avait 3 strikes. On disait toujours, il est trop petit. Il y avait toute sa vie, il s'est fait dire non, mais tu passeras pas au niveau supérieur, et il a prouvé à ses détracteurs qu'ils avaient tort à chaque niveau. Il est maintenant rendu dans la Ligue américaine, contrat avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Honnêtement, pas besoin de beaucoup de présentation pour Raphaël, parce que quel sympathique gaillard. Vous allez l'entendre, c'est un bon vivant, il est jaseux, il est content. Je me souviens, il était tard quand on a enregistré cet épisode-là. Je me dis, bon Dieu, est-ce que je vais avoir l'énergie? Mais parlant à un gars comme Raphaël, ça t'injecte direct dans la cuisse comme un épipène en cas de crise d'allergie grave. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Je vais vous dire que j'ai enregistré cet épisode, que j'ai rencontré Raphaël le 15 août 2022. Donc, le voici. L'adorable, le sympathique, le tidli-tidli-tidlita, Raphaël Harvey-Pinard. Dread sur le tape avec David Bocage. OK, Rafi, RHP, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Mon Dieu, là, les gens ne voient pas cette radio, mais t'as un sourire, mon gars, qui vaut 100 000. Superbe sourire. T'as l'air en pleine forme, mon gars. T'as l'air d'avoir de l'énergie. Parce que là, moi, je pense que c'est la première fois de l'histoire de Dread Set Tape, 150 plus épisodes, que je fais un podcast de soir. Là, il y a 8 heures passées en ce moment, et t'as l'air en plein contrôle de tes moyens. What's up? Ouais, mais c'est ça, j'ai fait une petite sieste avant d'amener. Fait que là, ça m'a pris sur le piton. Une grosse journée avant, fait que là, ça a fait du bien. Puis après une semaine aussi au Saguenay de repos, on est prêt on est bien de retour, puis on est plein d'énergie. J'aime ça, mon gars, tu traites le podcast comme une game. T'as un pre-game nap,
T'arrives frais comme une rose, prêt pour la game. Love it. Ben oui, merci d'ailleurs, parce que c'est tant drôle, je le dis, là, full disclosure, je sors d'une journée de tournage de 10 heures. T'es mon 3e podcast de la journée. Les autres, c'était même pas pour mon podcast, c'était pour une gig que j'accepte. Je suis gazé ben raide, Raph. Et quand même, je ne suis on ne peut plus heureux d'être ici avec toi ce soir. Ça donne presque le goût de s'ouvrir une petite bière là, pour la fin de journée. T'as-tu un breuvage à porter? Non, j'ai pas de breuvage actuellement. Non, tu connais. Comme s'il y avait une thématique. Il n'y en a pas. Mais oui, c'est ça. Et bref, ça pour dire, parlant d'être un peu déchiré, tu me disais juste avant de commencer que tu avais la voix un peu enrouée. Et là, avant que les gens remarquent, ou en tout cas, probablement que peut-être que les gens même remarqueraient pas, mais quelle est la raison de cette voix un peu, comment dire, un petit peu Éric Lapointe fin de soirée? En fait, durant ma semaine au Saguenay, j'allais voir un show du groupe Caïn. Puis c'est un show que j'aime particulièrement, donc je chantais pas mal pendant la soirée. J'ai perdu la voix. C'est quoi c'est quoi tes hits de Caïn préférés, tes tunes de Caïn go-to? Eh mon Dieu. Je les aime tellement toutes, là, on dirait que c'est dur d'en dire une particulièrement. Là, mais moi, j'aime pas mal, tu sais, comme Jusqu'au ciel, je pense que c'est ma préférée. Puis c'est pas la préférée de pas mal de monde, mais moi, je l'adore. Ah, c'est drôle. Je dis ça, je connais très peu le répertoire de Caïn, mais je pense que c'est Embarque ma belle, c'est eux, ça. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est le classique que tout le monde aime, justement. Là, en rappel, à la fin, ça finit par ça. Tout le monde chante, tout le monde capote. C'est-tu un band du Saguenay? Non. Non? Non, Okay. pas du Saguenay. Je serais même pas capable de dire ils sont de où exactement, mais s'ils viennent du Saguenay, tu m'en apprends une à soir. Ah non, je pense, je savais pas, mais tu sais, c'est comme le band qui, comment dire, c'est le band qui a raflé tout en région, mais qui a toujours eu de la misère à percer à Montréal. Fait que je me suis dit, c'est un band qui vient de région, tu sais, gens qui viennent du Saguenay ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je me suis demandé si tout disait, ben oui, franchement, ils viennent d'Alma. Tu sais, je suis arrêté comme, ah ouais, ok. Tu sais, je savais pas. Ils ont-tu encore. Ça aurait été un bon yes. Ça aurait été malade. Ils ont-tu encore le bassiste avec les cheveux bleachés aplatis? Oui. Ouais. Oui. Écoute, ça fait ma journée. Merci. Et on salue le chanteur qui, si je ne m'abuse, s'appelle Steve Veilleux. Exactement, mais oui. Ils l'ont présenté à la fin, puis ça me fait penser parce que j'étais avec une couple de personnes, il y en a qui étaient là. Ça s'appelle pas Caïn le chanteur. Ah, mais non. Comme si Caïn c'était le chanteur puis c'était pas le groupe. Comme Caillouche. Non, c'est Caïn le gars. Je savais même pas qu'il roulait encore. Tu m'en apprends des bonnes, Caïn qui continue sur leur lancée. T'es-tu un gros gars de musique, là? Tous les gars de hockey étaient à l'assaut en fin de semaine. Ouais, mais moi je suis pas vraiment type country puis je suis plus québécois. J'aime vraiment les tunes québécoises. Les Cowboys, je suis allé voir dernièrement aussi à Mirabel, là, puis j'adore la musique québécoise, je les connais toutes par cœur, puis Ah oui. je suis battu ben raide. C'est quoi t'as-tu dit je me suis battu? Qu'est-ce que t'as dit? Je tripe dessus ben raide. Ah, ok. J'ai compris, je me suis battu ben raide. J'étais comme, wow, attends une seconde. Ah, c'est ouais, ça c'est encore la voix là, qui fait défaut. Ben oui, écoute, te voir chanter du Caïn à tue-tête, c'est pas ça le rêve, c'est quoi, tu sais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui! Juste avant qu'on commence aussi, t'es le deuxième. Moi, j'y vais toujours en ordre chronologique. Hein. Je suis très technique et j'ai reçu la première Harvey Pinard. La première, en fait, celle qui vient juste avant toi et j'ai nommé ta sœur, Catherine. Vous êtes-vous un peu parlé avant que tu viennes au podcast? Si tu dit, ce gars-là, on peut-tu le truster? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, vas-y pas. Comment ça s'est... Ah, c'est ça, exact. Elle m'a dit que c'était plate à la mort. Non, elle m'a dit que c'était super le fun. Elle avait passé elle, c'était en après-midi, me semble, je me trompe pas. Ouais. En tout cas, bref, elle a dit qu'elle avait passé une belle heure et demie avec toi, puis ça avait super bien noté. Fait que ça m'a donné le goût de venir encore plus. Good. On va y envoyer son petit chèque par la malle à l'Amérique pour le placement. D'ailleurs, parlant de ta sœur, vous avez... on est en 2022, mais il y a eu un moment où la pandémie a frappé et j'ai ouï dire que vous avez travaillé ensemble pendant la pandémie. Oui, absolument. Livrer de la pizza ensemble. C'était trippant. Là, c'était pas pour n'importe quelle pizzeria.
Pardon? C'était pas pour n'importe quelle pizzeria, vous travaillez, là. Ah non, c'était pour la meilleure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peut-être même au Québec, on sait pas. Mm-hmm. Et j'ai nommé, quel est le nom de cette pizzeria? Pizzeria Davis. Yes, Davis, qui est la pizzeria de qui, par hasard? De mon père, Marc Pinard. Marc Pinard. D'ailleurs, quel est le secret de la pizzeria? De la fameuse pizza du La fameuse sauce boubou. Là, je dis que c'est la pizzeria à mon père, mais ça, je suis habitué de dire ça, mais en fait, c'est rendu à mon frère puis à un autre gars. C'est mon père le légué, mais tranquillement pas vite, il vient de prendre sa retraite. Fait que, je dis à mon père, c'est lui qui l'a créé, mettons, le resto. Exact. Puis, c'est ça, ta sœur parlait de, vous aviez comme, comment dire, pas racheté, mais le secret d'une sauce d'un autre resto qui avait fermé, qui était bien aimé, que vous avez intégré à la pizza locale. Et là, c'était un classique, si je ne m'abuse. Ah, ben, tout le monde, je dis tout le monde. Le monde, il vient au Saguenay, puis souvent, il passe par la pizzeria Davis pour se pogner une petite pizza. Puis, d'ailleurs, dans ma semaine au Saguenay, j'avais une couple d'amis qui étaient là, justement, qui dormaient chez moi. Puis, ils étaient là, cette semaine. C'est sûr qu'on essaye la pizza Davis. Fait qu'on s'est commandé ça jeudi, justement, avant d'aller voir Caïn, on s'est commandé de la pizza tout en gang. Puis là, on a fait une dégustation de plein de pizzas différentes. Écoute, une soirée pizza Davis Caïn au Saguenay, qu'est-ce que tu veux de plus? Y a rien de mieux. Rien de mieux. On dirait que ça vient avec un petit pack là, de bière. Il manque juste un RC Cola pour que ça soit Saguenay complet, Colin. Ah, il n'avait. Yes! RC Cola. D'ailleurs, quel est ton classique? Toi, qu'est-ce que tu prends quand tu vas à Pizzeria Davis? C'est quoi ta recommandation? Moi, j'ai jamais été un grand fan de base de pizza. Ah, ouais. Mettons, ma préférée, je dis ma préférée parce que dans le temps, je disais que c'était pas ma préférée, mais depuis quelques années, c'est rendu ma préférée. Puis je ferai tout le temps pépé, oignon, bacon. Okay. Comme pizza, moi, c'est ma pizza, mais j'adore la lasagne. Je suis un grand vendu de la lasagne à mon père du resto, là. Elle est bonne. Un vrai sportif qui aime ses pâtes. Ouais. Ah, pour manger des pâtes, j'en mange pendant une saison, là. C'est ça, parce que, tu sais, ça, à l'époque, les gens disaient, tu manges des pâtes des jours de game. Puis là, maintenant, c'est plus, ça évolue, c'est plus rendu de les veilles de journée de game pour aller chercher les cœurs. Mais toi, apparemment, que t'as pas dérogé, là. Non, moi, ça n'a pas changé. On dirait que j'ai tellement été habitué avec ça quand j'étais plus jeune que, encore aujourd'hui, là, puis c'est 2 fois par jour avant la game. Hein? Quand on joue le soir, là, nous autres, on a un déjeuner le matin qui est fourni à l'arena, on a un dîner, puis techniquement, on n'a pas d'autres repas, mais moi, j'ai été habitué quand j'étais plus jeune à manger avant mes games. Fait que là, je prenais un repas directement au midi qui incluait des pâtes, du poulet, puis juste avant la game, un autre repas juste de pâtes. Quand tu dis juste avant la game, on parle de combien d'heures avant la game, maintenant? Juste avant que je parte à l'arena. Fait que, mettons, la game est à 7h, je vais aller manger vers 3h30. OK. Un quelques heures. Mais quand même, c'est plus rare, non? Ouais, c'est rendu plus rare. Là. Je te dis que le monde, en général, il switch plus vers comme riz-poulet, comme de bonne heure à comme midi. Puis avant, c'est juste des petites collations, genre un gruau, des affaires de même avant la partie. Là. Ça a vraiment changé. Puis toi, les nutritionnistes de l'équipe, tout ça, ils sont-tu comme, non, faut que t'arrêtes, ou ils le savent pas, j'imagine, Ouais, je sais, mais tu sais, des fois, la nutritionniste est là, puis elle me voit faire mes plats. J'imagine qu'elle sait que je fais ça, mais je m'en suis pas fait parler. Je sais pas, j'ai tellement été habitué de même, puis on dirait que c'est mental, puis je suis pas capable de switcher. Puis probablement que je devrais, parce que tu sais, c'est quand même pesant des pâtes de même à même partie, mais moi, je le sens pas. J'imagine que je digère très bien. T'as-tu déjà essayé l'autre modèle? Non, j'ai jamais rien voulu savoir d'essayer autre chose. Hey, mon gars, c'est malade parce que t'as la condition pour que tu prennes absolument pas de poids, mais quelqu'un qui ferait ça, écoute, ça serait le début de la fin, tu sais, des pâtes. Non, ça c'est sûr, mais en même temps, tu sais, quand je vais arrêter de jouer au hockey plus tard, il va falloir que je pourrais pas faire ça, c'est sûr. Tu mets-tu de la sauce de la pizzeria, de la sauce boubou dans tes pâtes? Non, je prends la sauce qu'ils ont à l'arena, mais si je pouvais, je prendrais la sauce à spag à mon père. Là. Oh, ce serait tellement bon, mais non, je fais un mix. Mix sauce bolognaise, sauce Alfredo, fais une petite sauce rosée. Oh, crème, j'ai jamais entendu parler de ça, bolognaise et sauce rosée. Hein. Un homme au fin palais. Oui. All right. Fait que là, non, c'est ça. Bref, on disait ça parce que ta sœur et toi étiez livreur de pizza pendant la pandémie pour la pizzeria familiale.
Et là, je veux que tu m'expliques, là, parce qu'apparemment, vous aviez un système, là. Vous aviez chacun votre job. Il y en a un qui conduisait, puis l'autre sonnait aux portes, c'est ça? Ouais, exactement, parce que dans le fond, il manquait un livreur, fait que on avait juste, comme on faisait un livreur à deux, techniquement, puis on se séparait tout ce qu'on faisait à deux aussi. Mais tu sais, au début, vu qu'on n'était pas très bon, on faisait les deux ensemble. Mettons, on faisait, on faisait celui-là du midi, celui-là du souper. Fait que là, on disait, le midi, c'est Raph qui conduit, le soir, c'est Kat qui conduit. Puis pendant ce temps-là, l'autre, c'est lui qui met le GPS. Où est-ce qu'on s'en va? Puis quand on arrive, c'est lui qui pogne la pizza dans le coffre, dans les sacs, qui va à la porte sonner, donner la pizza, puis faire payer. Fait qu'on avait un système de rotation, mais vers la fin, on était rendu assez bon. Fait que là, c'était, tu sais, je disais, OK, vas-y tout seul, je vais faire demain. Fait que là, t'avais-tu déjà fait ça quand t'étais ado, mettons, travailler pour ton père, ou? J'avais travaillé quand que, je pense que j'avais l'été entre mon midget 3 puis le junior majeur, fait que j'avais 17 ans environ, puis j'avais fait la plonge. Je faisais la vaisselle au resto de mon père. Pendant la pandémie, avec ta sœur, vous avez travaillé à livraison combien de temps? On a travaillé à la livraison du mois de mai au mois fin août environ. Ah, et quand même, là, c'était pas les 2 premières semaines de mars, là, c'était vraiment vous avez travaillé là pour vrai, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, puis ça, et honnêtement, là, c'était parce que la salle à manger dans le resto était fermée à cause justement de la COVID. Fait que là, la livraison, elle marchait, mais ça marchait vraiment beaucoup, là. On faisait peut-être comme à 2 livreurs, parce qu'on c'est tout le temps 2 livreurs par jour. Et on faisait environ 40 livraisons. Fait que... Aïe. Vous, c'est basé à Jonquière? Arvida. Arvida, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Arvida. Vous alliez jusqu'où? Tu sais, le monde appelle. C'est où? Tu dis, non, t'es trop loin, on se rend pas là. C'est où? C'est quoi votre secteur? Ben, c'est comment un peu? C'est fait comment le Saguenay? Pas, honnêtement, genre, sans checker la map, non, vite de même, non? Ouais, parce que c'est comme, en gros, tu sais, je dis Arvida Jonquière, c'est vraiment collé, fait que c'est en haut. Mettons, t'as Chicoutimi, qui est, tu sais, souvent le monde nous dit, je viens de Jonquière, je viens de Chicoutimi, hein, tu dis pas tant Arvida, mais il y a quand même une séparation. Puis, on livrait jusqu'à quelques places dans Chicoutimi, mais pas trop loin. Puis, on livrait jusqu'à Jonquière, partout à Jonquière, mais ça arrêtait à un certain point aussi, parce que, tu sais, après ça, il y a bien du bois, mais il y a des maisons un peu partout quand même. Puis, le monde, d'ailleurs, ça chialait un peu parce qu'il en voulait à Chicoutimi. Oui, c'est ça. J'allais dire, ça, c'est un classique, parce que des fois, le monde t'appelait et disait, ah, regarde, m'a donné 20$ de plus, viens, ou... Ah, mais, ben, honnêtement, ça arrivait, mais c'était vraiment des exceptions, puis c'était, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, on l'avait fait pour Antoine Roussel, qui recevait du monde chez lui à Chicoutimi. Puis, tu sais, il commandait une grosse commande, là. Puis moi, je m'entraînais avec pendant le COVID à Chicoutimi. Fait que, on a fait, OK, on va le faire pour lui, puis ça donnait, il faut que ça soit dans les bonnes heures aussi. Ça peut pas être à 5h30 quand tout le monde est dans le jeu. Fait que, OK, parce que les grosses heures, c'est tôt, là. 5h30, c'est tôt. Mais ça commence, je te dirais, de 5 à 7h30, c'est vraiment intense. Fait que lui, fallait qu'il soit entre les heures de rush. Fait que, dans le fond, pour un boy de hockey, entre chum de hockey, vous aidez. Ouais, exactement, je l'ai aidé. Mais là, c'est rendu qu'il y a Skip de Lucius qui fait justement la partie Chicoutimi pour la livraison. Mon père, mon père et mon frère, puis l'autre qui s'appelle Nico, là, je vais le dire, parce que je dis tout le temps à l'autre, c'est Nico qui s'appelle. Pas qu'il le prenne personnel. Ils ont fait affaire avec Skip pour la livraison à Chicoutimi. Je pense que c'est quand même bien apprécié pour ça. Là. C'est drôle parce que justement, quand je vais, moi, mon père, il vient de la Gaspésie, puis quand je vais en région, souvent, je fais comme, OK, tu sais, tout ce qui est Uber Eats, il y en a pas, là. Tu sais, il y a pas assez de monde, là. Tu sais, il y a pas assez de demandes. Fait que, ça veut dire qu'eux, ils ont fait, OK, ça vaut la peine pour le secteur plus loin de déléguer, dans le fond, une app. Ouais, mais j'étais surpris, moi aussi, parce que là, ils sont rendus à Chicoutimi, Jonquière, tout au Saguenay. Il y en a avec Uber, Driver aussi, maintenant tu peux comme taxi et Uber, tout ça, mais je me demande aussi comment ils font pour trouver assez de chauffeurs, puis si les chauffeurs sont là, s'il y en a trop, il n'y a pas assez de monde, fait que c'est comme, je sais pas, ça doit être quand même compliqué à gérer, parce que j'ai quand même fait, moi aussi, du Uber Eats, livraison. Toi, t'en as fait? Ouais. Dans le sens que t'étais chauffeur? Ouais. Quoi? Oui. Pardon! Quand ça? Ben, là, je suis revenu. J'ai livré la pizza, mettons. Tu reviens de loin pareil, Raph. Tu reviens de loin. Continue. Non, mais là, c'est ça. Pendant le COVID, justement, moi, j'avais signé mon premier contrat Ligue américaine.
Mais là, la saison a juste commencé au mois de janvier. Ouais. Ouais. Puis là, moi, Joël Bouchard, qui était l'entraîneur du Rocket à ce moment-là, il me dit, j'aimerais ça que tu viennes t'entraîner à partir du mois de septembre à Montréal. Puis, mettons, tu vas t'entraîner, on va embarquer sur la glace, tu vas t'entraîner avec des gars qui sont calibre Ligue américaine, Ligue nationale. Et j'ai fait, OK, tu sais, le coach, je me dis ça, je dirais pas non. Et puis là, je m'en vais là. Mais là, t'arrives là-bas, tu payes l'appartement, mais là, j'ai pas de salaire encore. Paye à manger, paye l'entraînement, 200$ par semaine. Ça va vite. Là, j'avais accumulé pas mal d'argent. Mais là, je me suis dit, je peux pas rien faire. Là. Mon compte va faire ça jusqu'à 0. Fait que là, finalement, j'ai travaillé à 2 places en même temps. Pendant que je m'entraînais puis que j'étais à Montréal. J'ai fait Uber Eats, puis je faisais aussi péage vitre d'auto. Je plaçais des vitres dans des bins dans un entrepôt. Là. À quel endroit, ça? Péage d'auto, c'était à Laval, puis Uber Eats, je le faisais Blainville, un peu à Laval, mais je restais plus à Blainville, puis Beaubriand, Saint-Eustache, à ce point-là. Quand t'es allé porter ton CV, ils ont-tu dit, c'est comme, toi, ça fait 5 ans que tu joues junior majeur? C'est quoi, il était-tu comme, savais-tu t'étais qui, ou il te replaçait dessus, ou joue pour le Rocket, ou non? Ben, en fait, pour Uber Eats, mettons, ça se fait tout Internet, mais pour péage vitre d'auto, c'est Francis Bouillon qui m'a plugué. Fait que j'avais dit que je cherchais une job parce qu'il m'appelait, c'est le gars du développement des joueurs. Ben oui. Il m'appelait, hey, comment qu'il y avait l'entraînement, tu sais, on jasait. Là, tu sais, j'ai dit justement que je cherchais une job. Il dit justement, j'ai un de mes chums qui travaille chez Piège de Drodo, il est haut placé, puis il veut engager du monde pour travailler en arrière. Et il a dit, si tu peux dire mon nom, puis le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone. Je me suis rendu là, puis ça a marché, là. Mais voyons, Francis qui a un side hustle, qui reçoit une cote s'il plug des gars à son ami. C'est bien drôle, ça. Fait que toi, t'as fait ça, les vitres, mais t'as fait du Uber Eats également comme chauffeur. Ouais. Fait que là, toi, t'as vécu la life où tu rentrais dans le resto, pogne la commande, va livrer ça. Ouais. Y a-tu déjà quelqu'un qui t'a dit en donnant ta commande, c'était-tu Raphaël Harvey Pinard? C'est arrivé, ça? Non, c'est arrivé 0. Mais c'était le COVID aussi, puis le monde faisait laisser à la porte. Ouais. Pas mal à ce moment-là. Fait que je rencontrais pas tant le monde, honnêtement. C'est bien rare que je parlais à du monde en faisant mes livraisons. Quand tu signes ton premier contrat, Ligue américaine, tu dis, hey, je monte dans le hockey professionnel, je suis à un échelon de la Ligue nationale, claquement de doigts, en train de laisser un butter chicken au bas de la porte de quelqu'un dans Villeray, tu te dis-tu, ouais, plus loin que je pensais, du show. Ouais, il y a un petit retour à la réalité ici qui s'est passé. Comment t'as trouvé ça, tu sais, de passer de joueur de hockey professionnel à livreur Uber, tu sais, alors que je méprise pas du tout, là, puis je porte pas du tout de jugement, mais que le changement entre le plan initial de bon, je m'entraîne, je travaille là-dessus, c'est le rêve d'une vie, à faut vraiment que j'aille une job alimentaire, là, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr que, dans le sens, au départ, je m'en attendais pas. J'étais là, je vais jouer au hockey, je vais gagner ma vie en jouant au hockey cette saison-là. Mais ça s'est vraiment bien fait, honnêtement. Je sais pas, ça m'a pas tant dérangé pour dire que à un certain point dans l'été, on savait que la saison allait commencer plus tard. Puis là, j'étais là, tu sais, c'est juste, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Et autre que, tu sais, je pouvais jouer au Xbox, il fallait pas faire grand chose autre qu'aller travailler et bouger un peu. Fait que je m'entraînais le matin, Uber Eats le midi, je faisais péage d'auto de genre 12h30 à 5, puis Uber Eats après. Puis Uber Eats, c'est-tu payant? Le monde n'arrête pas de poser la question, c'est-tu payant? Comment ça marche? Combien tu... Ben, je pense qu'en ce moment, c'est plus payant que quand moi je le faisais, parce que là, pendant la COVID, tout le monde voulait être chauffeur de Uber Eats, parce qu'il y avait quasiment juste ça qu'ils pouvaient faire pour gagner de l'argent. Fait que ils baissaient leur prix pour... tu gagnais moins cher vu qu'il y avait plus de livreurs. Puis il y avait moins de commandes aussi pour les livreurs, mais tu sais, ça arrivait des journées que je faisais, mettons, 140. Sauf que, tu sais, là-dessus, faut que tu payes ton essence, puis ton auto, elle devient de plus en plus maganée, plus t'en fais aussi. Ouais. Tu fais quand même pas mal de kilomètres, mais ça pouvait être payant, ça dépend vraiment du monde. C'est quoi le monde type. C'était comme un prix de base, qui est genre, pour livraison, ça varie entre, mettons,
je dirais 4 puis 10 $, dépendamment de la distance que tu as à parcourir. Puis après ça, t'espères avoir des grosses commandes parce que le monde, souvent, il donne en pourcentage. Fait que là, c'est ça. C'est comme ça marchait, puis j'espérais avoir des bons titres pour faire plus d'argent. Puis ça, 140, c'est sur combien d'heures, mettons? Mettons 6 heures, 5-6 heures. OK, fait que quand même, là, c'était pas un 2 heures le midi, là. C'était vraiment, il fallait que tu mettes une couple d'heures là-dessus, là, ouais. Je faisais pas mal 2 heures le midi, puis 2-3 heures le soir. Ça ressemblait à ça, dans le fond. Pas mal 5 heures. Yes. T'as-tu trouvé ça, comme en anglais on dit humbling, là, mais t'as-tu trouvé que c'était comme une genre de petite leçon d'humilité, pas que t'en avais besoin, là, tu sembles être un gars très terre à terre, mais OK, je vais comment dire, je vais pas prendre mon trou, mais dire OK, ouais, vraiment une étape à la fois, il n'y a rien de gagné dans la vie. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais en même temps, j'ai pas pris ça comme une leçon d'humilité. Moi, je voyais pas de problème à ça. Je trouvais comme c'était normal dans la situation, puis en même temps, si j'avais eu une leçon d'humilité à faire, ça aurait été pour le resto aussi, parce que la pizza Davis, je l'ai faite avant, pendant l'été aussi. Et on dirait que j'étais comme déjà habitué à aller travailler à cause de la pizza Davis et la livraison avec ma soeur. Puis les gens, par exemple, là, quand tu arrives à Arvida, ben regarde, c'est sûr que tout le monde connaît tout le monde, là, un peu plus. Quand t'allais livrer aux portes, le monde, il devait bien te jaser pendant une demi-heure. Ça arrivait qu'il y en a qui me jasaient pas mal, mais là, j'étais là, écoute, il y a comme d'autres pizzas dans l'auto, faut pas qu'ils deviennent frites. Faut qu'ils ramollissent. C'est ça, fait que là, tu sais, je coupais une discussion, j'avais comme pas le choix. Tu sais, le monde comprenant en même temps, je travaillais, je pouvais pas commencer à parler pendant 15-20 minutes. Qu'est-ce que les gens disaient le plus? Parce qu'en plus, tu as joué pour les Sags, là, comme si c'était pas assez que tu viennes de la place. Qu'est-ce que les gens disaient le plus? En général, ça revenait pas mal à j'en reviens pas que la saison a été annulée. Je suis sûr qu'on gagnait à cause du président. Écoute, vous étiez à, je pense, 45 victoires, 12 défaites quand la saison a arrêté? Je m'en rappelle pas, on n'avait pas comme fiche, mais on avait vraiment une bonne équipe. Puis on est allé chercher, je pense, c'est comme 9 joueurs pendant les fêtes. Là, fait qu'on était prêts pour les séries, ça c'est sûr. Ah ouais, vous étiez loadé, puis en plus dans le junior, il n'y a pas de l'année prochaine, tu sais, les années, tu sais, c'est un cycle. Fait que c'est quand tu y vas pour la coupe, c'est parce que ça fait 4 ans que tu te prépares pour tu sais, c'est des cycles de 3 ans, là, tu sais. Fait que, écoute, ça fait mal. Ben oui, c'est tellement choquant. Puis pour fonctionner de même, là, ça coûte cher en joueurs, mettons en choix. L'équipe, c'est comme c'est pas vidé, là, mais il allait pour cette année-là, puis c'est choquant, là, quand c'est ta grosse année sur 4 ans, c'est là que ça se passe, puis finalement, il se passe rien. C'est vraiment plate. Ouais, c'est se faire couper l'herbe sur le pied comme ça. On parlait de ta sœur. Tu sais, ta sœur te suit depuis longtemps, tu sais, avant qu'elle soit journaliste. Elle a été ta supporter, puis on en a parlé quand vous étiez à la Coupe Memorial, puis elle se met à pleurer. Elle est comme, bravo! Puis à chaque fois, elle est comme, maudit, cet extrait-là. Mais, tu sais, je veux que tu me parles d'elle parce que, tu sais, pour beaucoup de monde, ta sœur, c'est la sœur de Raphaël Harvey-Pinard, mais évidemment, comme je l'ai dit, c'est toi qui es son frère, là, à commencer par le fait que tu es arrivé après elle. Et parle-moi un peu de la relation avec ta sœur, puis qui te suit, puis qui t'encourage depuis longtemps, puis êtes-vous proche, puis juste ça, cette dynamique-là avec Catherine. On est extrêmement proches, puis ça, c'est depuis toujours, honnêtement. En général, dans notre famille, on est proches, mais avec ma sœur, tu sais, c'est sûr que vraiment, c'est ma plus grande fan tout mon long de quand j'étais jeune, je jouais au hockey, elle manquait pas un match, elle trippait sur le hockey. Puis tu sais, on a le lien, on a comme le sport en commun qui fait que les deux on adore le sport, puis ça a toujours été ça. On jouait au hockey ensemble dans la rue, on était tout le temps ensemble, puis on était plus jeunes, puis ça a évolué de même. Puis encore aujourd'hui, elle vient quand même souvent ici, on se voit souvent, puis on a vraiment une belle relation, on aime se voir, on a du plaisir quand on se voit, puis honnêtement, c'est le fun, quand t'es proche de ta soeur de même, puis là, on est rendu dans le même milieu, fait que on en parle un peu de temps en temps, donc c'est vraiment le fun d'avoir cette relation-là avec elle. T'es-tu fier de ce qu'elle a accompli, tu sais, de ce qui arrive, surtout que vous montez un peu en même temps dans vos carrières respectives, tu sais, dans les dernières années, es-tu fier d'elle? Ben oui, je le dis souvent, je suis extrêmement fier d'elle de tout le chemin qu'elle a fait, puis tu sais, pour elle, en ce moment, elle a atteint la Ligue nationale de son domaine avant moi, techniquement, pour elle, être à la presse, c'est dur d'aller plus haut que la presse en termes de journaliste. C'est vraiment, elle fait une job incroyable. Je lis ses articles, puis honnêtement,
elle mérite sa place, puis elle prouve qu'elle elle aurait dû peut-être être là avant ça même. Donc, c'est sûr que je suis extrêmement fier d'elle. Ma question, Jeannette Bertrand, est-ce que tu dis à ta sœur que tu l'aimes, Raphaël? Oui, je dis. Elle dit tout le temps. Good! Elle Good! dit tout le temps aussi. C'est une bonne relation. J'aime ça, c'est sain. C'est drôle en plus parce qu'on parlait avec ta sœur on parlait avec Kat que justement, c'est drôle parce qu'elle est justement dans le hockey, mais par le fait que t'es par les Canadiens, elle peut pas non plus couvrir les games où t'es là par conflit d'intérêt. Tu sais, il y a comme ce genre de truc-là. Est-ce que vous en parlez, ça, des fois? Ben, on en a parlé un peu. Tu sais, maintenant, elle était là, genre, en même temps, tu sais, je veux pas t'empêcher que tu montes, mais ça m'empêcherait pas de monter. Mais là, tu sais, moi aussi, là, je veux monter, je veux faire les games. Puis, et ça, tu sais, c'est un petit conflit, parce qu'on est dans la même organisation, mais on essaie de laisser ça de côté, puis on pousse les deux pour se rendre le plus loin possible. Je veux dire, des choses qu'on contrôle pas, que le fait qu'on soit tous les deux proches des Canadiens, mettons. Mais non, absolument pas. Puis c'était à combien de jours de distance vous avez signé votre contrat? Je pense que c'est mieux pour moi, mais je me semble qu'elle a pris 3 jours avant moi. Moi, j'ai signé mon contrat d'entrée. C'était mon deuxième contrat que je signais, là. C'était pas lui pendant la pizzeria, c'était mon deuxième que j'ai signé. J'aime qu'on réfère à ton contrat AHL, celui pendant la pizzeria. Qui était One Way AHL, c'est ça? Ouais, One Way AHL, puis à la fin de la saison, là, on apprend ma soeur, ça va à la presse, puis 3 jours plus tard, je signe un contrat d'entrée de 2 ans. Puis toi, t'étais-tu sur un contrat d'1 an, One Way? C'est d'1 an, puis là, que vous avez, ou vous avez scrappé des années qui restaient AHL only pour un nouveau contrat? Ouais, non, en fait, j'avais juste un contrat d'1 an à juste un an. OK. C'est ça. Puis après la saison, dans le fond, c'était comme une évaluation pour savoir si j'allais être de calibre pour, mettons, que j'allais signer un autre contrat après. Ben oui, je comprends. On parlait de, justement, t'as signé 2021, grosse année pour les Harvey Pinard. Ton père, si je me fie à ce que ta sœur disait, ton père a versé beaucoup de larmes cette année-là, de joie, évidemment, avec vos contrats et tout ça. Et ben oui, c'est ça, parce que là, j'aime ça, on commence d'un bord, on finit de l'autre, mais bon, la pizzeria, Ligue américaine, ça, mais si on remonte en arrière, toi, t'es à quoi, 5 pieds? 9, environ. Parfait, 1 pouce de plus que ce que HockeyDB nous dit. J'aime ça, tout le monde a sa propre statistique. Mais je dirais peut-être 5 pieds 8 et 3 quarts. Bon, regarde, moi je te le laisse. Mais en plus, ça pointe des pieds. Comme un enfant qui veut rentrer dans un manège à la ronde. Exactement. Petite coche de plus. Beaucoup de gens t'avaient write-off, comme on dit en anglais, mais t'avais éliminé de toute possibilité de jouer un jour professionnel il y a de cela plusieurs années. Et envers et contre tous, te voilà, mais remontons un peu à la base. Avant même, parce que tu sais, les gens parlent des repêchages, Ligue nationale, repêcher plus vieux, mais remontons même avant ça. Au niveau junior majeur, où est-ce que tu es sorti en termes de repêchage? J'ai été repêché en 8e ronde. Si je pense, 130e au total. Puis ça, c'était ton année de repêchage junior? Ouais, c'est ça. 15 ans? J'avais 15 ans. Exactement. J'avais joué une jet espoir cette année-là avant d'être repêché. Donc, 8e ronde par les Huskies de Rouyn-Noranda. Yes. D'ailleurs, savais-tu, Rouyn-Noranda, quelle ville? J'ai été souvent faire des spectacles. Très, très différente de Val-d'Or. Dans les mœurs, je parle, pas juste dans le... Savais-tu ça que c'est... tu me dis, je t'ennuie, mais c'est un des seuls endroits, je pense, au Québec, je pense que c'est le seul endroit, pas à Montréal, qui a élu un député de Québec solidaire. Ça se peut-tu? T'as-tu entendu parler de ça? Là, tu me Très bonne question. C'est évident, c'est pas une question, ça se veut pas une colle, mais c'est pour dire que, tu sais, c'est ça, tu sais, d'habitude, toutes les candidats de Québec solidaire sont dans la région de Montréal, tu sais, tout ça, puis que quelqu'un m'avait dit, Rouen, c'est comme, tu sais, en voulant dire, c'est tellement, comment dire, ils sont vraiment progressistes, la preuve, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi-même, j'avais jamais entendu parler de ça, puis j'ai été à Rouen faire un spectacle à l'automne, puis c'est absolument charmant, tu sais, il y a une vibe quand même assez hip, si je peux dire. Puis c'est super cool, c'est le genre de ville que
que j'étais comme, mais on dirait que c'était pas assez connu pour son mode de vie. Exactement. Tu t'en vas là, mettons, tu sais pas c'est quoi Rwanda, puis mettons, quand tu vis vraiment là-bas, c'est une ville que tu viens à adorer. Là. Comme moi, Rouen, c'est comme ma deuxième maison. Ah, c'était écœurant. D'ailleurs, quand t'es revenu au Saguenay pour jouer pour les Sags, t'es-tu retourné vivre chez tes parents? Oui. Ouais, c'est ça, mais ça a bien fini la carrière junior, tu sais. Ça faisait 3 ans que j'étais à 10 heures de route de chez mes parents, puis là, de les voir avant de repartir au niveau professionnel, ça a comme fait un beau milieu, je trouve. Ouais, mais hein. Puis parlons-en des années à Rouen, c'est là que c'est là que t'as fait ta réputation, jusqu'à même en devenir le capitaine de l'équipe. Je crois 3e année, si je me trompe pas, puis d'avoir une run à la Coupe Memorial, parce que, bon, après avoir... parce que vous avez gagné la junior majeure, sinon? Oui, on a gagné la Coupe du Président puis la Coupe Memorial, les deux. Grosse année, c'est rare. C'est plus difficile à faire, les deux, qu'on pense. Coupe Memorial, t'étais le capitaine. C'était à quel endroit, cette année-là, la Coupe Memorial? C'était à Halifax. Maritime. Puis c'était qui les 4 équipes, à part les Huskies et les Mooseheads? Il y avait Guelph, qui avait d'ailleurs Nick Suzuki dans l'équipe. Oh, le Storm. Ouais, Storm de Guelph. Puis il y avait les Riders de Prince Albert. Ah, les Raiders de l'Ouest. Ouais, Prince Albert. Ben oui. Et puis, qui étaient les grosses équipes? Puis tu peux dire que c'était vous, mais c'était qui les grosses équipes, les favoris? Ah, mon Dieu. C'est une bonne question, les favoris. Honnêtement, là, t'arrives là-bas, puis c'est dur à dire qu'il y a une équipe favorite, parce que tout le monde a gagné de leur côté. Fait que, mais en termes de classement, je pense que c'est nous autres qui avaient fini premier au total dans la Ligue canadienne pendant la saison. Mais tu sais, c'est tellement différent. T'arrives là-bas, puis eux autres, ils jouent contre pas une équipe contre on joue pendant l'année. Fait que tu viens à pas savoir. Puis même si on en parlait d'ailleurs, t'arrives là-bas, puis tu connais pas les équipes. C'est tellement dur de jouer. Tu sais pas c'est quoi qu'ils font. Tu regardes des vidéos, puis c'est tout. Là, tu connais même pas les joueurs. Donc c'est vraiment différent de la saison des séries dans la GMQ. Là. Comment les coachs vous préparent pour la Coupe Memorial? Ils font du vidéo, ils font comme, tu sais, faut que tu connaisses les équipes, j'imagine. Ouais, ben ils ont juste ça à faire. Il y a pas d'autre option. On fait beaucoup de vidéos. Puis tu sais, eux autres rendus là, je pense que nous autres, c'est Mario Pouliot qui était notre coach en chef, qui nous avait dit, tu sais, faites ce que vous savez faire, jouez au hockey, jouez comme on a joué pendant toute la saison, toutes les séries, puis ça va bien aller. Puis c'est ça qui s'est passé. On a regardé notre identité, puis ça a bien marché. Y a-tu un prix pour le MVP dans la Coupe Memorial, genre comme un Conn Smythe? Ouais, il y a eu un MVP, puis c'est Joel Teasdale qui l'a gagné. Colin, ça fait beaucoup de gars que tu recroises dans l'organisation du Canadien, là, des Suzuki, Teasdale. Il était-tu... c'était un 19 ans aussi, je pense, Joël, cette année-là. Ouais, c'est un 19 ans. Puis il avait gagné le MVP, mais il était magané de partout. Il avait mal partout. Il était plus capable de patiner. Qu'est-ce qu'il y avait? Comme, exactement, là, je me rappelle pas, mais je sais que son dos, puis il y avait de quoi avec... je pense que c'est son genou à ce moment-là. Bref, il était tout le temps sur la table de massage. Il bougeait pas de là, puis il jouait les games, puis tu sais, la game, là, je pense que c'est en finale, il embarquait des chiffres de 20 secondes, puis il y avait un autre gars qui finissait sa présence parce qu'il était trop magané pour faire des présences de comme 40 secondes. Tabarouette, mais en plus, il se faisait frapper, j'imagine, ça devait être l'enfer. Puis ça valait quand même plus la peine qu'il joue que lui qui joue pas, c'est à ce point-là. Ben oui, c'était un teaser sur la glace, là, c'est une machine, là. Junior, il était premièrement, à ce moment-là, il était encore plus gros que tout le monde, plus fort que tout le monde dans le junior. Fait que, tu veux l'avoir dans ton équipe, tu veux l'avoir sur la glace, même s'il est pas à 100%, il va aller dans le net, puis il va être dur à tasser. Visiblement, il a performé assez pour être le MVP, fait que ça a valu la peine, ta parouette. Ouais. Puis comment t'as trouvé Nick Suzuki à l'époque? Nick Suzuki avait été assez impressionnant, honnêtement. Moi, c'était la première fois que je le voyais jouer. Puis, tu sais, il y a une séquence qui me vient en tête, là, souvent, parce que nous autres, on a joué notre première game du tournoi contre eux autres. On s'était fait manger tout rond. Je me rappelle bien, on avait perdu comme 6-2. Là, lui, puis c'était Ratcliffe. Ils jouaient ensemble, puis il avait pas de bon sens. Là. Il nous avait mangé toute la game.
Puis on les avait repognés en demi-finale. Puis là, on avait gagné, je pense que c'était 7-5 dans un filet désert ou 6-4 dans ce coin-là. Puis à la fin, ils ont enlevé leur goaler pour revenir dans le match. Ils leur manquaient 2 buts, en ont compté un. Puis les 1 minute et demie, 2 minutes à la fin, là, ça a été les plus longues de ma vie. J'étais sur la glace, là, puis lui, il était là. Puis il faisait des passes. Tu sais, comme tu le vois avec les Canadiens aujourd'hui, il fait des passes à cross. C'était sans arrêt. Passe à cross je m'en rappelle plus c'était qui, mais c'était ridicule. On faisait juste bouger la tête de même, puis j'étais là. J'espère qu'on va gagner puis que ça va finir un jour. Là. Notre goaler avait fait des arrêts impressionnants. Finalement, on avait gagné dans un filet désert, mais ça bourdonnait, ça n'avait pas de bon sens. Déjà, t'avais repéré le talent. Oui. Non, c'était pas dur à voir. T'étais-tu déjà repêché par les Canadiens à ce moment-là? Non, j'ai été repêché à la fin de cette année-là. Ça a vraiment été, souvent, je dis, ça a été l'année parfaite. Puis le repêchage, ça a été comme la série sur le Sunday pour conclure cette belle année-là. Est-ce que tu penses que la conquête de la Coupe Memorial a été un élément clé dans ta sélection par les Canadiens? Je suis convaincu que oui. Honnêtement, comme souvent, les gars vont se faire repêcher, ça va être à cause de leur série, à cause de leur... la Coupe Memorial, c'est un autre niveau. Là. Tous les recruteurs de toutes les équipes sont là à ce tournoi-là. Fait que de connaître des belles performances gagnées comme ça, c'est sûr que ça m'a aidé. C'est ça, ils te l'ont jamais dit directement ou genre c'est à cause de ça qu'on t'a repêché. Tu sais, Joël Teasdale qui est un warrior en série, c'est le genre d'affaires que j'imagine qu'il passe pas inaperçu. Là. Ah, c'est sûr, il y a certains qui regardent ça, puis ils regardent attentivement même. Là, c'est pour ça souvent là, qu'on dit, tu sais, quand on a des grosses équipes, là, les coachs, je me rappelle, différents coachs, Mario Pouliot m'en avait parlé, Yannick Jean-Chicoutimi aussi, tu sais, il disait, pendant la saison, même si vous jouez un peu moins, puis tu sais, mettons que t'es plus jeune dans l'équipe, tu joues pas beaucoup, il dit, juste le fait de te rendre loin en série, là, ça va, pour ta visibilité, c'est ce qu'il y a de mieux d'aller loin en série. Tout le monde voit, tout le monde veut des gagnants, tout le monde veut des gars qui ont l'expérience des séries. Fait que c'est, même si tu joues moins, ça vaut tellement la peine de se rendre loin en série. Puis c'est sûr que ça m'a aidé, puis ça a aidé plein de gars cette année-là aussi. Puis après avoir gagné la coupe, tu t'es fait repêcher cette année-là. Je pense que ta sœur nous a-tu raconté que vous étiez... T'étais-tu allé au repêchage quand t'as été repêché? Dans le fond, ça, c'est compliqué. Dans le fond, moi, à 17 ans, c'est ma première année d'éligibilité. J'ai pas été repêché. Je le savais que j'allais pas être repêché. L'année d'après, j'étais là. Il y a peut-être des chances. J'avais connu une belle année. J'étais allé au repêchage à Dallas. Avec ma soeur qui était là d'ailleurs, mes parents. J'avais pas été repêché finalement. Puis l'autre année d'après, je me suis dit, bon, ben là, j'irai pas au repêchage. Puis c'est là que j'ai été repêché. Ah, puis il était où cette année-là? À Vancouver. Ah, quand même. C'est les billets d'avion quand même. Hein. Si ça avait été à Montréal, ça aurait été plus une autre affaire. Mais... Ah, c'est sûr, à Montréal, j'étais allé à la limite juste pour vivre l'expérience. Là, les dépenses, l'avion, l'hôtel pendant 3 jours là-bas, ça vient à coûter quand même cher. Veux pas. T'as-tu une discussion avec tes parents? Genre, on y va-tu pas? Comme, ou êtes-vous passé proche? Y avait-tu un petit comité? On en a parlé, c'est sûr, mais ça n'a pas été trop long qu'on a dit cette année on n'ira pas, puis on va regarder ça à la maison. On s'est dit on a vécu l'expérience du repêchage quand même, on allait à Dallas. Puis techniquement, là, à 19 ans, j'aurais été supposé avoir moins de chances de me faire repêcher qu'à 18 ans. Fait qu'on dirait que j'étais là. Ça vaut-tu vraiment la peine de payer tout cet argent-là pour arriver, puis je ne sois pas repêché finalement. Mm-hmm. Finalement, 7e ronde, le Canadien jette son dévolu sur toi. D'ailleurs, je pense qu'ils ont même fait un échange pour aller chercher ce choix-là, si je ne me trompe pas. Oui. C'était avec l'échange, c'était avec Philadelphie, si je me rappelle bien. Exact. Puis comment tu t'apprends que tu es repêché par le Canadien de Montréal? Ça, c'était quand même spécial aussi, puisque j'étais dans le salon, puis moi, j'avais parlé à 6 équipes, incluant le Canadien, avant le repêchage. Fait que là, j'étais là. Si je suis repêché, c'est par une de ces 6 équipes-là. Là, je regarde, puis il reste comme une douzaine de choix avant la fin du repêchage. Là, je suis là, ouais. Il reste pas d'équipe avec qui j'ai rencontré, que j'ai parlé avant le repêchage. Là, je suis là. Après moi, je serais pas repêché. Puis là, je reçois, c'est au choix de Philadelphie, tu sais, comme Philadelphie clignote, c'est à leur tour. Puis je reçois un texte de mon agent, il dit, tu te fais repêcher par Montréal. Là, j'arrive, je regarde, je suis là. Comment ça, par Montréal? Et c'est Philadelphie qui parle.
Là, mettons, ça a pris une demi-seconde. Ça switch le Canadien de Montréal, puis je vois mon nom apparaître à l'écran. C'était incroyable. La sensation, les émotions, c'était complètement fou. T'étais seul? T'étais avec ta famille? J'étais avec ma mère, mon père et ma soeur. On était dans le salon, puis tout le monde a pleuré. Les larmes, Raphaël. Tu vas tuer ton père. Ouais. Tu vas l'achever. Vous y prenez sa pizzeria, vous y prenez tout à cet homme-là. Laissez-les tranquille, Marc. Il vous a tout donné. Oui, quel moment. T'es repêché par le Canadien de Montréal. Comment ça fonctionne quand t'es repêché à distance? Tu reçois-tu un chandail par la poste? Comment ça... Ben, en fait, mon chandail, je l'ai juste eu au camp de développement. Par après, mettons, le chandail officiel. Mais là, comment ça se passe, dans le fond? Après, comme là, je reçois l'appel de Trevor Timmons qui me dit félicitations, mettons, on est content de t'avoir repêché, puis tu sais, il m'explique un peu tout d'affaires, le camp de développement, puis tout. Puis ça, je reçois tout de suite l'appel pour le gars des médias, des Canadiens. Puis là, ça n'arrête plus. Là, c'est 1 heure de temps, juste des entrevues au téléphone. T'as l'oreille en sueur, ton sel, t'es même plus capable de cliquer dessus à cause de la sueur partout. Finalement, après les entrevues, ça a comme fini là. Puis après ça, là, j'ai pu faire avec ma famille. J'allais voir mes amis dehors. Ils faisaient il y avait un après-midi ensemble. Fait que là, j'allais les voir pour prendre une petite bière avec eux autres. Là, ton cellulaire, ton cellulaire ne devait pas dérougir là, quand les textos ont Tidli, ça a dû rentrer par milliers. Là. Ah, ça arrêtait pas. J'ai juste comme mis mon cell de côté. Puis je me suis dit, je vais répondre plus tard parce que je ne me rappelle pas exactement les chiffres, mais c'était fou. Là. Peut-être comme une 60aine de messages par Facebook, 60 par texte, 50 Snapchat, c'était fou. Complètement fou. Tout ce que je retiens, c'est que tu es encore sur Snapchat. C'est surtout ça que j'ai retenu. Ouais, absolument, mais pas beaucoup. Honnêtement, là. T'es-tu sur TikTok? Plus, je l'utilise majoritairement pour que ma blonde m'envoie des photos de notre chien. Notre chien, OK. Mais quand tu as commencé par ma blonde m'envoie des photos de, j'étais comme, je me demande comment la phrase va finir. Ça va pas dans la bonne direction. T'es-tu sur TikTok? Non. Ben, tu sais, des fois, là, je vois si j'ai vraiment rien à faire, je vais voir, mais tu sais, je mets rien là-dessus, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, t'es pas un tu te diriges pas vers une carrière d'influenceur, c'est ce que t'es en train de me dire. Ah, non, vraiment pas. T'es repêché par le Canadien, wow, quel été. Et là, pour ajouter au comble d'un été parfait, t'es échangé à la maison, au Saguenay, je veux dire, c'est pas à Jonquière, pas à Arvida, mais quand même pas le plus proche possible. Et c'était-tu à ta demande? C'était-tu toi qui as dit hey, ça serait cool, je peux échanger pas loin? C'était-tu comme un bon timing avec Chicoute qui s'en venait contender? Comment ça s'est fait, cet échange-là? Dans le fond, là, c'est quand même compliqué comment ça s'est fait, parce que nous autres, à Rouen, on est allé chercher Noah Dobson en échange qui jouait à Batters. Ouais. Mais il y avait eu dans le passé, il y avait eu comme des transactions entre Chicoutimi et Batters qui faisaient qu'à la fin de l'année, Dobson allait appartenir à Chicoutimi. Fait que finalement, c'est comme Chicoutimi. Ah, c'était compliqué, là. Mettons, on va perdre la majorité des gens à ce point-là dans le podcast, mais. Tu connais pas les auditeurs, ils veulent avoir les petits détails croustillants. Continue. C'est comme Chicoutimi qui l'a échangé, mettons, à nous autres. Fait que c'est eux autres qui allaient avoir la compensation à la fin de l'année pour Dobson. Même s'il jouait à Batters. OK. Fait que là, dans le fond, dans cet échange-là, c'était comme, techniquement, c'était un échange à 3, dans le fond. On a échangé, on a envoyé William Dufour, qui est d'ailleurs, à Team Canada, puis qui a eu MVP de toute cette année, là, dans la GMQ, avec plein de choix. Puis, moi, à la fin de la saison, je m'en allais à Chicoutimi, puis il y a des choix qui revenaient à Rouyn-Noranda au repêchage. Fait que, techniquement, j'ai jamais demandé d'être échangé à Chicoutimi, mais quand j'ai vu que Dobson s'en venait avec nous autres, ben je me doutais qu'à la fin de la saison, je m'en allais à Chicoutimi. Je savais qu'il allait avoir une grosse année. Puis comme de fait, à la fin de l'année, Mario Pouliot m'a rencontré pour me dire tu vas aller à Chicoutimi comme compensation. Puis il finissait où, Dobson, dans tout ça? Dobson, ben il gagnait à Rouen, mais après ça, il s'en allait jouer avec les Islanders de New York l'année d'après. Ah, c'est ça, lui, il était en dernière année, là. Ouais. Junior. Fait que tu te ramasses à
au Saguenay, t'es nommé éminemment capitaine. Donc, ça, c'était comme capitaine à la maison, la totale. Puis tu sais que c'est ta dernière année junior. Jouer à la maison, reviens à la maison, littéralement, t'habites chez tes parents. Parle-moi un peu du trip, là, de finir, comme tu l'as dit, la cerise sur le Sunday d'une carrière junior assez splendide. Ouais, mais c'est ça, c'était vraiment une expérience, là, vraiment incroyable. À tous les matchs, j'avais des amis qui venaient me voir jouer dans les estrades. C'est quelque chose que moi, à Rouen, mes amis, ils venaient jamais à Rouen. Je les comprenais aussi, là, 10 heures de route pour venir voir une game de hockey. C'est quand même du stock, là. Fait que là, j'avais des amis qui venaient à toutes les games, de la famille. Mes parents pouvaient voir toutes mes games à la maison. C'était vraiment une expérience particulière. Puis aussi, d'être un joueur local. Les partisans là-bas, ils me montraient leur amour. Puis honnêtement, c'était vraiment le fun à vivre, l'ambiance. En plus, on a connu une belle année. C'est sûr que si ça avait été une année plus difficile, probablement que l'expérience aurait été comme amoindrie un peu. Mais là, tout était parfait, là, honnêtement. C'était une belle année pour finir mon parcours junior. T'as-tu trouvé qu'il y avait des downsides de jouer à la maison? C'est ça, là, ça allait bien, fait que ça va toujours mieux quand ça va bien. Mais des fois, il y en a qui aiment ça, dire OK, là, mes parents sont pas à toutes les games, c'est moins stressant. Ou mettons, est-ce que tu trouvais ça plus stressant dans certains aspects de la patente? Je dirais pas plus stressant de ça. Le bout que, mettons, que j'ai peut-être trouvé plus difficile, moi, j'ai eu un mauvais début de saison à Chicoutimi. Je suis revenu de mon camp de Montréal, puis j'ai eu comme j'avais peut-être 1 point à 12 matchs. Puis là, mettons, là, j'étais comme un joueur local, puis j'étais supposé produire, puis tout. Là, je voyais, ça commençait à parler pas mal de moi, Chicoutimi, puis même mes parents, ils en entendaient à la radio, puis tout. Fait que là, ça venait comme... c'est une situation plus difficile, puis je pense que ça a été comme amplifié parce que j'étais à la maison, puis que j'étais supposé avoir une grosse année. Puis après ça, là, ça a comme tout disparu. J'ai comme explosé pour le reste de l'année. Fait que après ça, il n'y a rien de négatif. Tu signes ton contrat Ligue américaine, tu vas à Laval. Et après ça, bon, cette année, grosse saison, les contrats de entry level, 56 points en 69 matchs. Et après ça, inattendu pour certains, mais une bonne petite run du Rocket en série. Rendant en demi-finale, Caden Pribeau sort de sa coquille. Et est-ce que c'est moi? Ou t'as eu combien de game-winning goals en overtime en série cette année, coudonc? Je pense que j'en ai un. Je pense que j'en ai juste un. T'es sûr que t'en as pas comme 2? Il me semble qu'il y en a juste sur une. En overtime, j'en ai un, c'est sûr. C'est contre Springfield, mais j'en ai peut-être peut-être un autre en fin de match là, pendant les séries, mais c'est à la fin de l'année j'en ai eu une coupe. Avant les séries, j'en ai eu une coupe en overtime. Là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Rocket surprenne tout le monde puis se rende aussi loin en série cette année? Qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe? Qu'est-ce qui fait que ça a décollé comme ça? Honnêtement, là, je pense que c'est juste on avait une équipe comme bâtie pour les séries. Puis on dirait qu'on le savait, on allait arriver en série puis on allait connaître des grosses séries parce qu'on était tous des gars qui étaient comme intenses puis qui voulaient gagner puis on poussait tous dans la même direction. Fait que on dirait pendant l'année, c'est plus dans la Ligue américaine, les autres équipes, c'est plus comme talent, mais t'arrives en série, puis là, c'est plus style de jeu, chip le puck dans le fond, va frapper, puis installe le forecheck. Puis je pense que ce jeu-là était fait pour notre équipe. Je pense que c'est vraiment ça. Puis on n'a pas vu le 7e match, mais je pense qu'on aurait pu se rendre jusqu'au bout. Là, mais vraiment, ça a été un beau parcours. On parle de développement quand on parle de la Ligue américaine, c'est une ligue de développement. Puis là, t'as connu Joël, puis là c'est Jean-François Houle. Parle-moi un peu de Jean-François Houle comme coach en termes de développement, son style par rapport à Joël Bouchard, en quoi sont différents? Parce que Jean-François Houle, on le connaît très peu comme fan ou on n'est pas dans la chambre. Ça, à quoi ça ressemble? Je pense que les deux, premièrement, c'est les deux excellents coachs de hockey, puis ils mettent vraiment beaucoup d'emphase sur les petits détails de la partie. C'est dur à expliquer, mais mettons, stick on puck tout le temps, côté défensif, finir en avant du joueur, c'est peut-être pas tout le monde qui savent c'est quoi, là, mais en tout cas, bref, c'est des petits détails qui mettaient beaucoup d'emphase là-dessus, les deux coachs. Je pense que la différence, c'est plus au niveau peut-être de leur comportement. Joël Bouchard, c'est un gars qui est vraiment comme intense, il va arriver, puis il va craquer, il va crier plus. Jeff, il est peut-être un peu moins moins vocal dans le sens qu'il va moins crier sur le banc un peu, mais
il est un excellent communicateur aussi en dehors, peut-être du banc. Là, il communique vraiment bien avec ses joueurs. Je pense pour la gestion des énergies puis tout, il est bon pour ça. Il venait nous voir comment tu te sens aujourd'hui, comment les gars se sentent. Je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment un de ses points forts. Là. Quel joueur t'a vraiment impressionné avec le Rocket? Pas nécessairement en série, mais au cours de l'année, qui était comme wow, tu sais, t'arrives dans la Ligue américaine, là, tu connaissais pas, vous arrivez tous d'endroits tellement différents, vous avez tout votre background, whoop, là, tu découvres un tel. Quel joueur je vais pas dire t'es tombé dans l'œil, mais ouais. Moi, quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, le joueur que, mettons, j'ai comme pris un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est Alex Belzile. Moi, j'adore ce joueur-là, vraiment comme joueur de hockey, mais comme individu également dans la chambre. C'est un gars incroyable, mais si le monde savait à quel point ce gars-là, il fait des détails et des petites niaiseries là, sur la glace qui font que ça le rend meilleur puis ça rend tout le monde autour meilleur, c'est complètement fou. Dans des trucs qu'il a pris depuis plusieurs années, ce gars-là, il a un parcours professionnel vraiment long. Là. Il a joué beaucoup d'années dans l'East Coast, finalement, il a réussi à jouer dans la Ligue américaine, il a joué des matchs en Ligue nationale, il a comme tout vécu dans la Ligue américaine. Puis, il me donnait des petits trucs, des fois, j'étais là. Pourquoi tu penses à ça? Il dit, je l'ai vu à telle place, puis là, je le fais dans ma game, puis ça fait une différence. Fait que là, t'essayes de le faire, mais le pratiquer puis l'amener dans ta game, c'est deux choses. Puis là, c'est des niaiseries. Là. Je pourrais en nommer, je sais pas combien. Donne-moi des petits exemples de petits tricks comme ça qu'il y a, Alex. Mettons, genre, lui, c'est en avant du but, mettons que le def, il pogne, c'est tellement dur à expliquer, là, mais mettons, il pogne son bâton par en dessous. Mm-hmm. Il va arriver puis il va donner comme un coup, comme en arrière de la jambe. Ça va faire comme juste perdre un peu l'équilibre au def, et que ça va lui permettre de sortir son bâton puis se replacer en avant de lui. C'est plein de niaiseries de même. Après ça, en fin des pratiques, lui, il pratique comme ses dégagements par la vitre pour être sûr qu'elle tombe entre la ligne rouge puis la ligne bleue puis qu'il n'y ait pas de dégagement interdit. Puis là, il va passer comme 20 minutes là-dessus. Puis là, mettons, avec la bande, l'angle, il travaille ses angles sur la bande, plein d'affaires de même. C'est complètement fou. Après ça, c'est juste quand t'es en repli défensif, t'es arrivé puis comme accrocher le gars pour ça comme sans que l'arbitre le voie, l'accrocher puis se donner comme se pousser en avant de lui. Il y en a tellement des trucs sur les mises au jeu, il y en a plein. Quand il prend la mise au jeu, quand il est à l'aile, ça arrête pas. C'est complètement fou, ce gars-là. Il est venu au podcast, le bon Bells. Puis tu vois que c'est un fin renard. Là. Il a appris, là, il s'est pas rendu là par hasard là, avec son parcours. D'ailleurs, je pense qu'il était là quand tu es monté Ligue nationale, si je ne m'abuse. Oui. Raconte-moi le moment que tu as appris que tu allais jouer pour le Canadien de Montréal. Dans le fond, la situation, comment ça s'est passé? Nous autres, on jouait le vendredi à Laval. Le samedi, on était supposé partir après la game le vendredi et aller jouer à Syracuse. Finalement, trop de cas de COVID à Syracuse. La game est cancellée le samedi. Fait qu'on reste à Laval. Puis moi, je venais d'acheter mon condo. J'étais pas supposé être là, mais finalement, j'ai pu être là pour faire la peinture, de faire les boîtes le samedi, puis c'est tout ce qui vient avec le déménagement. Puis le samedi, justement, je suis en train de faire une boîte, bien tranquillement. Je reçois un appel de JF qui me dit il dit les Canadiens, il y aurait besoin de toi, fait que demain, tu vas aller pratiquer avec eux autres, puis tu devrais jouer dans 2 jours à New York. Wow! Pas plate, laisse tomber tes boîtes. Effectivement. J'ai laissé ça à la blonde et à la belle famille. Là. Et donc, c'est carrément, là, c'était quoi? C'était qui s'était blessé? Y avait-tu une blessure, j'imagine, ou ça doit être ça? C'était des cas de COVID. Des cas de COVID, OK. Ouais. Puis dans le fond, là, tu sais, j'étais supposé jouer à New York. Finalement, j'ai pas joué à New York parce que, justement, il y a eu trop de cas de COVID. Fait que dans le fond, le lendemain, je suis allé pratiquer. Puis, l'autre journée, on était supposé prendre l'avion pour New York, la journée de match. Puis finalement, le matin, on a reçu un message comme quoi que les parties des Canadiens allaient être annulées du 20 au 23 décembre. Fait que j'allais pas jouer la première game professionnelle finalement. Ben, pas professionnelle, mais dans la NHL. Tu dois autant à la COVID d'avoir été livreur de nourriture que ton premier match en Ligue nationale. C'est quand même fou. Ouais. D'un monde à un autre. Tu as joué 4 matchs pour le Canadien. Est-ce que c'est... En fait, c'est à quel match que tu as compté ton but? C'est à mon premier.
carrément, premier match NHL. Ouais, c'est ça. Parce que là, mettons là, la game à New York a été annulée, puis les 3 jours d'après, fait que là, j'ai pas joué. Mais finalement, après Noël, le 26 décembre, ils m'ont dit tu vas nous rejoindre quand même à Brossard, tu vas venir avec l'équipe dans notre voyage Tampa Bay, Caroline, Floride. Puis finalement, je suis parti en avion, puis j'ai joué les 3 parties là-bas, puis c'est c'est en fin de première période, je pense, à mon premier lancer. Là, c'est mon premier lancer au but dans NHL l'histoire. Ton premier but, tu te souviens-tu du goaler? C'était Maxime Lagacé. Exact. Je me souviens que c'était pas Vasilevski, puis j'étais comme, c'est qui déjà? Un autre Kev. Probablement qu'il y avait le COVID. Il y avait tellement de monde qui avait le COVID à ce moment-là, c'était fou. C'est malade parce que Bells, Alex Belzil est au banc quand tu retournes, puis on le voit je pense qu'il est encore plus excité de toi, si ça se trouve. Et vraiment, c'est ça, j'ai dit, c'est tellement un bon gars, il était tellement content pour moi, puis moi, ce gars-là, j'en ai dit tantôt, mais j'aime tout de ce gars-là, je l'apprécie vraiment. Je pense qu'on le voit ramasser à Puck puis la donner au trainer Puck que tu as évidemment envoyé à ton père et qui ensuite a sûrement pleuré. Voilà. Je vais revenir non, en fait, on va pas, j'allais dire, c'est rare que j'ai un ordre, j'ai pas d'ordre vraiment particulier, mais une affaire que je voulais te parler, c'est une affaire oui, t'as été un bon joueur de hockey junior, mais une affaire qu'on dit pas souvent des joueurs de hockey, c'est que toi, t'étais vraiment un bon étudiant. On disait que toi, t'étais un étudiant modèle. Ça a comme été ton brand, mais Raph, il va à l'école, il est bon, ça. Ça vient d'où, ça, que d'être autant, souvent, les gars se disaient, non, fuck it, moi, je veux jouer professionnel, je vais faire autre chose. Ta passion t'aimais-tu vraiment à l'école? Qu'est-ce qui faisait que t'étais autant? Ben, je pouvais pas dire que j'aimais l'école, dans le sens que, tu sais, si j'avais pu avoir mon diplôme à la fin, puis comme pas aller à l'école, je l'aurais probablement fait, mais, mettons, mes parents m'ont beaucoup poussé quand j'étais plus jeune à mettre autant d'efforts à l'école qu'au hockey. Puis c'était ça pour toute la famille, en fait, là, 4 compris là-dedans, et mes 2 frères aussi. Fait que j'ai été élevé là-dedans, puis j'ai toujours eu en tête la mentalité d'avoir un bon plan B, parce que pour moi, le hockey, il pouvait tellement se passer d'affaires qui pouvaient mettre fin à une carrière, une blessure, finalement, j'aurais plus jamais percé, j'aurais plus jamais joué professionnel. Fait que j'ai toujours voulu être sûr que si jamais ça marche pas au hockey, que j'aille de quoi à l'école, puis que j'aille un plan, puis que j'arrive pas comme à nu, puis rien dans les mains. Apparemment que tu es un as du par cœur, que ça remonte à l'enfance. C'est vrai ça que ta mère t'écoutait réciter des trucs que tu avais appris par cœur? Alors quand je pense, c'était complètement ridicule ce que je faisais, mais j'étais un perfectionniste à l'école. Ben, en fait, dans la vie en général, je suis perfectionniste. Puis moi, je visais 100%, rien de moins. Fait que j'avais comme 90, puis j'étais même pas content. Je voulais 100%. Fait que j'apprenais mes affaires, mais par cœur, comme t'as jamais vu probablement. Là. Je me rappelle en secondaire 4, là, j'avais une brique, là, elle était bleue, je me rappelle, là, il y avait, je pense que c'était 300 pages écrites en tout petit. Je la connaissais mot pour mot de A à Z à la fin de l'année. Une brique de histoire. Ben, une brique. J'allais dire quelle matière, ouais, c'est ça que je voulais dire. Histoire, ouais. Histoire, fait que là, c'était comme plein de sujets, là, toutes les genres de politique, après ça, l'histoire en général, là, c'était l'histoire du Québec. Ouais, du Québec, puis tout, je la connaissais de A à Z, puis encore en secondaire 4, ma mère, elle m'a quand même aidé souvent dans mes études, puis en fait, elle m'aidait pas, elle était juste là pour m'écouter parler. J'y restais les 300 pages de A à Z demain. Elle m'écoutait, elle était là. Demain, puis je me rappelle, parce qu'on en a parlé justement la semaine passée au Saguenay, quand j'étais allé chez mes parents, puis elle me disait, je me rappelle, là, t'arrivais, puis tu me disais une page, puis mettons, je l'écoutais même plus à cause j'étais écœuré de t'entendre parler. Elle disait à un moment donné, tu disais 2 mots inversés, puis tu me disais, hey, man, tu me l'as pas dit, je me suis trompé, à cause que j'avais inversé 2 mots dans la phrase, tellement que je le savais par cœur. C'était complètement fou. Est-ce que t'es le genre de gars qui, comme il recrachait ça à l'examen, ou tu t'en souviens encore? Pas que je le crachais à l'examen, mais mettons, tu sais, je m'en souviendrais pas de A à Z aujourd'hui. L'histoire, la Nouvelle-France et tout ça.
Ouais. Ben, tu sais, je m'en souviens, mais là, faudrait pas que tu me fasses un questionnaire. Ouais, c'est ça. Un peu niaiseux, là. Qui était Jean Talon, surintendant? Là? Ah, c'est ça. D'ailleurs, tu parlais que tu voulais toujours 100%. Quelle était ta moyenne au cégep alors que tu étais étudiant athlète dans le junior majeur? Ma moyenne, je le sais pas, mais j'ai fini avec, je pense, 34,5-35 de cotère au cégep. Parce que moi, j'ai... Attends, c'était-tu? Ouais, je pense que c'est au cégep, mais il me semble que j'ai vu un reportage où il y avait la conseillère pédagogique des SAGs qui disait que tu avais 95% de moyenne. Ça se peut. Ça doit être dans ce coin-là, honnêtement, ouais. 95% de moyenne. Cégep. Les pratiques, les games, ça route, le boss, bing, bang, boom. Ouais. D'ailleurs, on a passé par-dessus, mais en secondaire 5, tu as même reçu un petit honneur. Oui. Vas-y, dévoile. La médaille du gouverneur. Non, mon Dieu, mais ce jeune homme est le gendre idéal ou quoi? Il coche toutes les cases. Au cégep, 95, et on s'entend, là, les gens disent, ouais, ben, il devait être en sciences humaines, pas de maths. Mauvaise réponse. En quoi t'étudiais, Raph? En sciences nat. En plus! Ouais. Mais c'est le gendre idéal ou quoi? Il y va avec les sciences, mais non, mais impossible. Sciences nat, pourquoi exactement? Parce que, à la fois, moi, je voulais être physiothérapeute. Donc, c'était mon plan B, c'était ça, c'était d'être physiothérapeute. Puis, en fait, il fallait que je passe par les sciences nat pour aller là-dedans à l'université par après. Là. Est-ce que c'est un genre de... Tu sais, oui, évidemment, je suis sûr que le rêve numéro 1, c'est la Ligue nationale, mais est-ce que tu as encore un genre de... T'entretiens encore un petit rêve de physio? Ben, je dirais... Parce qu'en ce moment, ça pourrait, oui, dans le sens, ma job idéal après l'hockey, ça serait d'être physio. Sauf que c'est vraiment difficile d'étudier en physio en ce moment à l'université en même temps que je joue au hockey. Fait que là, il a comme fallu que je laisse ça de côté un peu. Mm-hmm. Là, en ce moment, je suis plus en admin. Là. OK. Parce que tu étudies encore ou... Oui, moi, je prends des cours. D'ailleurs, c'est ça, je voulais faire ça aujourd'hui, me prendre un autre cours à TELUC, là, mais il va falloir que je fasse ça demain. Je m'en commander un. TELUC? Ouais. C'est quoi? J'ai pas le choix. À fond, c'est comme le cégep à distance, mais c'est l'université à distance. Ça facilite vraiment, là, parce que sinon, je pourrais pas me présenter en cours pendant les semaines. TELUC, c'est-tu québécois ou c'est international? Ou c'est... Non, c'est québécois. Là, c'est l'université à distance au Québec. OK. Donc là, en ce moment, tu as des cours d'administration. Ouais, j'ai des cours d'administration. Je fais un certificat en administration. Puis je sais pas encore si après je vais faire continuer faire le bac en admin ou je vais faire comme un diplôme par accumulation de certificats. Je sais pas encore. Là, j'ai différentes options. Mais t'as l'espèce de sur le back burner, la possibilité de physio éventuellement, si jamais tu fais. Ouais, exact. J'ai essayé avec McGill, ça a juste pas marché. Je voulais vraiment que ça marche, puis je voulais avoir des cours de physio, mais pour différentes raisons, ça a juste pas fonctionné. Puis là, j'étais obligé de prendre minimum 3 cours, mais ça avait comme pas de bon sens pendant la saison. Ouais. Et que finalement, j'ai décidé d'aller vers une option B. Comment tu fais, tu sais, quand t'es joueur junior majeur, t'as 15, 16, 7 ans, tu sais, t'as des longs rides de boss, puis le monde écoute de la musique, check des shows de télé, joue aux cartes. Toi, t'as des devoirs, tu sais. Comment tu fais pour faire la job, tu sais, puis arriver, puis être discipliné? Comment tu fais? Ben, moi, j'avais différents trucs à l'école pour ça, là, mais un de mes trucs vraiment que je me faisais, c'était comme un calendrier un peu, mettons, puis je me disais, tu sais, je recevais, j'avais tel examen, tel devoir, puis je me faisais vraiment, tu sais, dans mon agenda, je me disais, OK, telle journée, il faut que je fasse tel numéro. Tu sais, c'était vraiment comme ordonné. Fait que je savais que, tu sais, dans mon horaire, mes voyages dans le boss, c'était compris. J'en faisais dans l'autobus, mais c'est sûr, j'en faisais un peu moins. J'arrivais à l'hôtel. Des fois, j'en faisais avant les matchs dans le junior, à l'hôtel. Parce que je savais que c'était un examen de maths différentiel qui s'en venait, mettons. Fait que j'en faisais beaucoup à l'hôtel. J'étais comme ordonné. Là, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir autant de succès au cégep. Tu trouvais ça difficile de jumeler les deux ou ça t'aidait à t'organiser? Comment tu trouvais ça? Tant d'énergie? Je pense que
Ça dépendait des sessions. Les sessions, je trouvais un peu plus dures parce que c'était des matières qui étaient plus exigeantes, qui étaient en même temps. Mettons, j'avais chimie, maths, puis physique, tout en même trois, les trois en même temps dans la même session. Là, mettons, je trouvais ça plus difficile parce que c'est des cours qui demandent beaucoup de temps. Puis à Rouyn-Noranda, on était tout le temps sur la route. C'est bien rare que du mercredi au vendredi, on était à Rouyn-Noranda. Fait que je manquais. Je me rappelle, là, il y a une année, l'année de la coupe, justement, j'avais chimie. Puis je suis allé à un cours du mois de mars au mois de mai, quand quand c'est fini, dans le fond, j'allais à un cours de chimie. Fait que j'arrivais, je revenais, j'allais voir le professeur, puis j'étudiais par moi-même, dans le fond. C'était déjà avant que le télétravail soit à mode, toi, t'étais déjà en téléétudes, là. Exactement. Mais j'avais pas le choix, puis j'étais en contact avec mes professeurs, puis l'Alliance sport-études, souvent, le monde ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ça sert justement à ça d'avoir de l'aide avec les professeurs, puis les professeurs, c'est des professeurs qui sont définis pour être bons avec les joueurs étudiants. Fait que, j'étais en contact avec les professeurs, puis ils étaient disponibles pour moi. Mettons, j'avais de quoi, je les appelais, puis ils me disaient la matière que j'avais manqué. On est vraiment bien encadré quand même. À ceux qui disent, parce que la Q a pas toujours eu la meilleure réputation pour l'encadrement scolaire, à ceux qui disent c'est impossible de jouer junior majeur puis d'aller à l'école de manière significative en même temps, puis dans un contexte où c'est encadré puis de qualité, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que c'est pas vrai, ça dépend de ta motivation. Si t'es motivé, tu vas réussir, ça c'est sûr. OK. Puis par rapport à tes coéquipiers, quand ils te voyaient là, faire ta chimie puis tout ça, les gars, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça dépend. Il y a comme une couple qui dit on va en faire aussi de bord, puis t'as l'autre moitié qui était là, t'es malade. Viens écouter Occupation Double avec nous, arrête de lâcher ça. Exact. les gars, ils te chirpaient dessus? Tu recevais-tu un peu de... Bon, ils me chirpaient pas, mais tu sais, dans le sens, c'était comme un running gag, mettons, tu sais, ils niaisaient avec ça des fois, genre, tout le temps dans ses livres, mais tu sais, au final, ils savaient que je voulais réussir, puis c'est souvent ceux-là qui disent ça, c'est ceux-là qui, au final, ils vont pas réussir à leurs études en jouant dans la GMQ. On sait bien, Hervé Pinard, il sait lire, lui. Garde-le le frais. Bon, ça y est, ça part. Je vais, avant que je revienne au Canadien et à ta carrière, je sais que récemment, tu as perdu ton animal de compagnie, c'est vrai? Ouais, mon petit lapin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelait? Il s'appelait Bobby. En raison de... Pas de raison. Ça a été le nom qu'on lui a donné. Fait que t'allais me dire, genre, je capote sur Bobby Basini. Ou il y a une affaire, je sais pas. Non, malheureusement, j'ai pas d'histoire liée à ça. Puis, ça vit combien de temps, un lapin? Ça vit entre 8 et 10 ans. La race qu'on avait, on avait un mini-rex, ça s'appelait. Mini-rex? Ouais. Puis tu l'avais depuis combien de temps? Je l'ai eu pendant 1 an et demi. Il allait avoir 2 ans le 8 septembre. Oh, on pourrait dire qu'il était défectueux, peut-être. Non, dans le fond, il est pas défectueux, il est mort d'une crise cardiaque. Hein? À cause de notre chien. Non! Ouais. Oh my God! Mais là, OK, attends, ça, c'est fascinant. C'est-tu genre affaire que comme vous saviez pas, que genre un stress l'autre ou... On savait, tu sais, un lapin, c'est vraiment fragile au niveau du stress, là. C'est sûr et certain que, mais tu sais, on faisait vraiment attention, sauf que, maintenant, on dormait, puis on a mal fermé la porte, puis le chien est allé, puis comme, tu sais, on savait que dès que le lapin voyait le chien, le lapin était ses nerfs, puis tout. Mais là, comme le chien, il s'est rendu là sans qu'on s'en rende compte, fait que, il a été longtemps pendant que le lapin était à côté de lui. Fait que là, ça a comme, le lapin est trop stressé. Le cœur a lâché. Ouais. Fait que là, vous avez vu ça le lendemain matin, vous? Ouais, en se levant. Mais c'est arrivé sur le matin, mais quand on est rentré, Bobby était couché sur le côté. C'était fini. C'était terminé. J'allais dire, qu'est-ce que tu fais avec la dépouille de l'animal? En fait, on savait pas non plus. Là, au début, on était là. C'était nous autres, c'était un lapin, mais il était vraiment important pour nous autres quand même. C'était comme on l'appelait notre petit gars. Là. On était vraiment proche de notre lapin.
Dans le sens, il venait sur le divan avec nous autres, dans le salon, puis il courait partout dans la maison. C'était pas comme un animal, tu sais, c'était pas un lapin dans une cage tout le temps. Il avait son enclos, là, il était bien traité, le lapin, très, très bien traité. Puis, finalement, on voulait peut-être l'enterrer, on était là. Mais finalement, on n'avait rien pour l'enterrer, on n'avait pas de place. On est dans un condo au 3e étage. Et là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler le vétérinaire, puis dans le fond, il a été incinéré. Ouais. Vous vouliez pas le lancer, tu sais, vous vouliez quand même pas le lancer dans un container, là. C'était comme. Non, ça, c'était hors de question qu'on s'en débarrasse comme ça. On voulait comme ça soit bien fait. Votre chien, c'est un gros chien? Ben, c'est un Golden Retriever, mais là, c'est un bébé encore, là. Ah, OK. Fait que là, est-ce que vous êtes dit, mon Dieu, on peut plus se racheter un lapin, on va se casser le cœur, on va se briser le cœur si on oublie de barrer une porte tellement que, évidemment, en plus, un Golden, c'est tellement de bonne foi, c'est juste que, il devait être juste content. Viens jouer. Oui, mettons, notre chien, le lapin, c'était comme, dans sa tête, c'était son ami, là. Oui, c'est ça. L'enclos du lapin était où est-ce qu'on sort pour aller dehors avec le chien pour aller y faire ses besoins. On passait tout le temps à côté. Puis le chien il passait à côté, puis là, il regardait tout le temps s'il était là, puis après ça, il s'en allait avec nous autres. Fait que le chien était pas mal intentionné. Non, c'est ça. Comment il s'appelle, le chien? Il s'appelle Zoé. Zoé. Y a-t-il une raison, encore une fois? Non, aucune raison particulière encore. Moi, je cherche le Zoé Deschanel. J'ai vu un film en 2010, ça m'a marqué 0. C'est un nom qu'on aime. C'est plate, hein? Pas d'histoire, c'est vraiment plate. Non. Fait que là, vous allez prendre une pause de lapin. J'imagine de vous remettre de vos émotions. Ah, c'est sûr et certain. Honnêtement, je pense pas qu'on va en avoir d'autres. Mettons, je sais pas. Ah, oui. On dirait que j'aurais de la misère d'en avoir un autre. Je penserais à Bobby un peu. Le mot Bobby me fait juste trop rire. C'est une histoire triste, mais quand tu dis Bobby, ça me met un sourire au visage. Je sais pas quoi. Bobby. Quel nom drôle. Une onomatopée. Anywho. De retour à toi. Donc, hey, là, c'est ça. Contrat NHL, tu joues. Là, il te reste 1 année à ton contrat l'année prochaine. C'est quoi le plan de match, tu sais, pour toi? C'est quoi que. Parce que là, tu sais, t'as travaillé avec Joël, t'as travaillé avec Jeff. Toi, t'es un gars, on le voit bien, t'es pragmatique, t'as un objectif, veux 100%, next step, toujours next step. C'est quoi la next step? Qu'est-ce qui manque à Raphaël Harvey-Pinard pour qu'il soit un NHLer? Tu sais, j'en ai quand même souvent répété dans les dernières années, mais je pense que c'est au niveau du patin, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Puis cet été, justement, mon agent il va venir un gars de Toronto pour travailler pendant une fin de semaine complète le patin. Je prévois aller avec d'ici à la fin de l'été avec un autre gars qui fait du power skating aussi. Puis c'est vraiment, je travaille fort là-dessus. Mais je pense que ça va être, c'est ça qu'il faut que j'aille chercher pour passer au prochain niveau. Peut-être prendre un petit peu de coffre encore. Est-ce possible ou, tu sais, en fait, on l'a vu, là, tu sais, mettons des gars comme Braden Point entre leur année de repêchage puis la nationale qui sont beaucoup améliorés en patin. Tu sais, de combien de pourcentage, tu sais, tu t'améliores? Tu sais, as-tu des objectifs ou des. Je sais que c'est peut-être weird comme question, mais. Ouais, mais je comprends la question, mais c'est tellement, c'est ça qui est difficile, je pense, avec le patin, c'est de, justement, savoir, je l'ai-tu vraiment amélioré ou non. Mm-hmm. Parce que, tu sais, t'arrives, tu sais, moi, j'embarque sur la glace avec le coach, je pratique le patin, mais, tu sais, il y a rien qui me mesure pour savoir si je l'ai finalement amélioré ou non, le patin, là. Il y a pas de, j'ai rien dans mon dos qui me dit, il va à telle vitesse, puis, ouais. Parce que c'est dur à savoir. C'est pas juste la vitesse non plus, c'est du edge work, c'est. Ouais, ça, c'est l'explosion, les virages, accélérer plus rapidement. Il y a beaucoup de détails qui englobent le patin. Mais, tu sais, je me suis beaucoup amélioré les années passées. Ça, c'est sûr et certain. Je me sens vraiment mieux sur la patinoire. Mais je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. C'est-tu aussi de la force physique? C'est-tu genre les jambes dans le gym aussi? Ou c'est plus de la technique? Ben, c'est sûr que, les jambes, c'est sûr, c'est important pour l'explosion, la force des jambes, mais, je veux dire, ça fait, je sais pas combien d'années je m'entraîne les jambes, puis je pense pas que c'est relié au poids, nécessairement, l'explosion. C'est vraiment relié à l'exercice que tu fais. Même si je mets plus de squat, je patinerai pas plus vite. C'est comme un mélange de technique puis d'explosion dans le gym. La force physique. Donc, ouais. C'est vraiment, pour toi, c'est le patin, c'est la clé de, OK, ça, en améliorant ça. Puis, l'as-tu vu la différence dans les dernières années entre dans le travail que tu as fait en été puis les saisons que tu as eues après?
souvent, c'est le coach, mais c'est le monde alentour qui va me dire, t'as l'air plus rapide, tu patines plus vite, mais, personnellement, c'est vraiment dur à savoir, puis ça revient au même affaire. J'arrive au camp, puis, je suis là, genre, je suis vraiment, je me sens bien sur la glace, mais je suis vraiment plus rapide. C'est vraiment dur. C'est des questions c'est minime, là, les différences. Tu t'améliores, mais c'est par petites coches. Ouais. Fait que c'est dur de savoir exactement. Y a-t-il des gars qui t'inspirent, des modèles que tu te dis, c'est ça le genre de joueur de la Ligue nationale que moi je pourrais être? J'ai souvent parlé de Brendan Gallagher, là, comme exemple, de par son style de jeu. Je sais qu'on les deux, on travaille, on a un style de jeu un peu similaire, mais sinon, moi, je ressemble pas à ce joueur-là, mais un des bels exemples que j'ai dans la tête, puis que c'est un gars du Québec aussi, mais c'est Patrice Bergeron, sa manière de jouer. Je serais jamais comme lui. Lui, premièrement, c'est un centre, je suis pas un centre, mais sa facilité, comment il joue des deux côtés de la patinoire, être bon en zone offensive, puis être bon en zone défensive, c'est impressionnant. Puis moi, je pense que les meilleurs joueurs de hockey au monde, c'est ceux-là qui sont capables de jouer des deux côtés de la patinoire. Puis c'est vraiment un bel exemple, je pense, à suivre pour tous les Québécois, mais aussi pour tous les joueurs de hockey. Là. Je pensais que tu allais nommer Alex Barré-Boulet, qui est dans la catégorie petit gabarit, vient de signer un contrat one-way avec le Lightning. Il me semble que dans ma tête, je suis fou. On dirait que je t'ai déjà entendu le nommer en entrevue. Ça se peut-tu? Non, j'ai déjà nommé Jean-Gabriel Pajot l'année passée, qui est d'ailleurs aussi un très bel exemple, là, je pense, pour mon style de jeu. Le gabarit, c'est pas le plus gros gabarit non plus. Un chemin, il a joué à Chicoutimi aussi. Je l'ai joué il jouait dans le junior. Fait que ça a été un bel exemple aussi. Je l'ai nommé, mais j'ai jamais nommé Alex Barré-Boulet. Je pense que on a vraiment deux styles de jeu complètement différents. Là. Ouais, je connais pas, pour être honnête, je connais pas vraiment son style, Alex. Je sais juste qu'il est pas particulièrement grand. Puis qu'il a dominé la Ligue américaine. Puis que là, dans le fond, Tampa Bay qui sont à côté jusque dans la gorge avec le Cap Salarial, sont comme, tu sais quoi? Tu vas jouer avec Perry puis Bellemare, mon chum. Parce que tu coûtes pas cher puis on en a plus de bidou. Fait que il va avoir sa chance cette année puis j'ai hâte de voir parce que je pense qu'il va saisir la balle au bon. Ben oui, c'est sûr qu'il va avoir sa chance, mais c'est un gars qui est extrêmement offensif. Là. Il a un niveau offensif qui est en haut de la moyenne, c'est sûr et certain. Plus qu'un point par match dans la Ligue américaine, faut le faire. Ouais. Faut le faire. Non, c'est ça. T'étais pas loin. Je pense qu'il a été nommé recrue de l'année. Je pense sa première année, lui, dans la Ligue américaine. Je serais pas surpris. Si je me souviens bien. Ouais. Cette année, il est passé... Comme 40 buts. Je pense qu'il a fait 40 buts sa première année. Ouais, quand même, tu sais, hein. Tu arrives dans le pro puis tu fais 40 buts. Cette année, il a été mis ses waivers parce qu'il pourrait redescendre. Fait que tu penses ses waivers. Seattle l'a pris. Il a joué 2 games à Seattle. Ils l'ont remis, ses waivers. Tampa Bay l'a repris. Ils l'ont ramené. Lui, il devait dire, il niaise-tu. Il est revenu et son siège était encore chaud de quand il était parti de Tampa. Avant que je te laisse partir, un mot-clé. Est-ce un mot ou 2 mots? Je sais pas. Ping-pong. Alex, t'as-tu un talent caché ou... Ouais, je suis quand même très bon ping-pong depuis plusieurs années. Même que j'ai déjà été invité à pratiquer pour faire les Jeux du Québec. Quoi? Ouais. Time out. Explique-moi tout. Dans le fond, moi, quand j'étais au secondaire, tu sais, là, les petits jeux au ping-pong à secondaire 1, secondaire 2, là. Yep. Moi, je faisais partie de ceux-là. J'étais sans arrêt, là. Chaque matin, chaque midi, chaque soir avant de partir, j'étais au ping-pong, puis on jouait au king de la table. Ouais. J'étais tout le temps le king. J'étais tellement rendu bon d'une main que là, j'étais là. Je vais commencer à jouer de l'autre main. Et là, je jouais de l'autre main. Je battais le monde quand même de ma mauvaise main. J'étais vraiment rendu vraiment fort au ping-pong. Puis, on avait une activité, puis c'était comme, tu décidais ce que tu voulais faire pendant ta journée, tu avais plusieurs choix. Puis parmi ça, il y avait un tournoi de ping-pong. Puis tous les gars de l'équipe que je jouais à ce moment-là, j'étais avec Piou à ce moment-là, puis on était là, on va aller faire un tournoi de ping-pong, puis tout. Puis il y avait le gars qui s'occupait du tournoi, c'est lui qui s'occupait pour les Jeux du Québec pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il m'avait dit hey, sais-tu quoi? Serais-tu intéressé à rentrer dans l'équipe de ping-pong? Mais là, ça impliquait comme des pratiques de ping-pong le soir. J'étais là,
Avec le hockey, pas sûr. Pas sûr, mon chum. C'est pour toi, c'était comme ton hobby de chambre de hockey, tu sais. Ouais. Puis lui, c'était son... Puis apparemment que t'es aussi bon au ping-pong que t'es... Ça se peut-tu que t'aimes pas ça, perdre les jeux de société? Bon, qu'est-ce que ma soeur a dit encore? Mais je déteste perdre. OK, faut que tu devines quel jeu de société est-ce que j'ai cru comprendre que t'aimais le moins? Scrabble. Bonne réponse. Ça n'a pas été long. Scrabble. Je déteste ce jeu. Pourtant, si t'as appris tout ton manuel d'histoire par cœur, tu dois avoir beaucoup de mots dans le coco, j'imagine. Qui peuvent te... Ben, j'en ai beaucoup, mais tu sais, ma sœur, c'est sûr qu'il y en a plus que moi. Elle est journaliste, puis ma mère, pareil, est vraiment excellente en français, tout. Puis moi, je sais pas, on dirait que j'aime pas le principe du jeu. Me casser la tête pour genre je déteste le jeu. Je trouve ça long. En plus, ça finit plus. T'es comme cette créativité littéraire me vide de toute mon énergie. Ah ouais, vraiment. Raph, time's up. On a déjà, écoute, ça a passé comme une vraie petite récréation. On approche, on a fait plus qu'une heure. Je pensais pas être capable, Raph. Je savais plus s'il me restait. J'étais comme Joel Teasdale en playoff. Je savais plus s'il me restait assez de jus. Il me restait assez. Ça a été un plaisir, mon cher, de jaser. Oui, super plaisir. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on se parle, mais en même temps, on s'est comme croisé au face-off à classique à Kevin Raphaël. Ouais. Ah, mais il y a tellement de monde à classique Kevin Raphaël. Tu parles à tellement de monde pendant la journée, t'as pas le temps d'aller à une discussion plus approfondie. Non, il y avait comme 4 games en plus cette journée-là. Hein? Ouais. 3 contre 3. C'est une belle classique cette année. Ben oui. Et évidemment, je ne manque pas une occasion de dire à quelqu'un qui était à la classique, t'as-tu vu ma passe? Absolument. Incroyable. C'est absolument incroyable. C'était solide. Raph. Je vais me coucher en pensant à tes mots. Ça va être ma doudou. ça va être la ouate dans mes oreilles. Écoute, j'ai l'extrait sur mon cellulaire et je le regarde de 7 à 19 fois par jour. Je m'accroche à ce que je peux, Raph, dans ce qui me reste dans ce beau monde. Un petit peu. Tu le mérites. C'était très, très beau. Tout le monde sur le banc a été surpris. Toi, t'es comme, hey, c'est un humoriste. C'était même pas un joueur. Écoute, je dis ça, mais dans 2 semaines, je m'en vais livrer de la pizza pour Pizzeria Davis. Dans la Rivière. Et tout ce qui est dans le comté de Chicoutimi, arrêtez de nous écœurer. Allez sur Just Eat, c'est quoi? Skip the Dishes. Skip the Dishes, c'est ça. Ah, Raph, au plaisir de te croiser en personne. T'as serré la pince dans pas long. Et puis, t'allais dire? J'allais dire pareillement, au plaisir. Oui, à Laval ou à Montréal. Dans tous les cas, je serai aux premières loges pour taper dans vite pendant que ta sœur est émue de voir son frère monter yet un autre échelon. Raph, merci. Yes. Passe une excellente soirée, mon cher. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi. Yes, bye. Bye. Merci, Rafi. C'était très le fun de le rencontrer. Je vous rappelle, vous pouvez aller voir jouer le Rocket de Laval à la Place Belle. Prenez-vous des billets, activité familiale par excellence. Sinon, je vous rappelle... vous le savez plus que moi, vous êtes dans le futur. Reste-t-il des billets pour mon spectacle Essai Erreur ce jeudi 1er décembre 2022 au Bordel? Allez voir sur davidbocage.com ou le site du Bordel. Who knows? La dernière était sold out et c'était absolument ragagagagagagaga. Ça veut dire plaisir. Donc, j'espère vous y voir là et vous dire, hey, what's up, ça va? Cool, ok, nice. Ok, bonne semaine. Ok, bye bye now.